Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, qui est l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail. Et aujourd'hui, on est hyper content d'avoir avec nous un grand artiste dont vous avez certainement entendu parler, dont vous connaissez peut-être le nom, et sinon vous connaissez certainement ses travaux puisqu'on en parle, on les diffuse régulièrement et vous les voyez certainement circuler sur internet. Il a travaillé pour Wizards of the Coast, donc Magic the Gathering, il a cofondé Dontnod, il a fait des couvertures pour pas mal d'éditeurs de comics, il a d'ailleurs déjà fait des bandes dessinées Spawn, et en plus il est concept artiste maintenant depuis 6 ans pour Marvel Studios. Alexis Briclot est avec nous. Salut Alexis. Salut, et puis merci de me recevoir déjà. Je suis content d'être là. Ouais, j'espère bien, puisque le studio est quand même super feng shui, comme j'aime le dire. Voilà, il est très très bien. Donc, mais merci à toi par contre d'avoir accepté l'invitation. Alors c'est vrai que nous, on est complètement, on est un peu vénal. Donc si on t'invite aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une actualité. Donc on va en parler en fin de ce podcast, puisque forcément, c'est un peu comme les émissions, tu sais, de connaître tout ça, de faire de la promo et tout ça des artistes. Sinon, je serais pas venu, hein, effectivement. C'est vrai. Là, je suis très. là, par contre, tu m'aurais peut-être pas invité. Là, par contre, tu m'as très. Ah non, si, ça fait. En plus, on a déjà parlé de toi dans le podcast en disant qu'il fallait que tu viennes justement pour parler de ton travail, parce qu'on va parler donc forcément de Marvel Studios, mais pas que, puisqu'en fait, t'as quand même un parcours super dense et plein de travaux dans les arts visuels, donc c'est ça qui nous intéresse. Et donc, déroulons tout de suite un petit peu. Et ma première question, elle est très facile. Alexis, est-ce que tu peux un peu juste nous dire comment t'as démarré ta carrière? Alors, j'imagine que t'as peut-être déjà raconté ça dans plein d'interviews, mais pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas forcément, Alexis, est-ce que tu peux nous faire un petit peu le topo sur le début? Comment est-ce que tu présentes ton point de départ? Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'offrir un angle nouveau que j'ai pas déjà fait dans d'autres interviews, justement? J'ai toujours été passionné par le dessin, et même avant. Je vais recommencer encore. Je vais peut-être aller plus loin, creuser plus loin. J'étais un gros fan d'effets spéciaux, en fait, de cinéma fantastique. Après, mes goûts sont, avec le temps, vieillissant, tout ça, je me suis ouvert à d'autres choses. Mais j'avoue qu'en fait, une de mes premières un gros truc impactant, ça a été effectivement un certain cinéma de genre. Je réfléchis là, il y a les comics également. Tiens, pour la petite anecdote, j'avais un voisin un petit peu plus vieux que moi qui avait tous les jouets Star Wars alors que j'avais pas vu les films. Et du coup, quand j'allais chez lui, il était plus vieux. Mais en gros, il me racontait toutes les histoires. Et à cet âge-là, tu sais, c'est le moment où on a une vraie passoire. Et en gros, je buvais tout ça, mais j'avais pas accès aux matériaux sources, aux matériaux originaux. Du coup, je fantasmais. Et quand j'ai découvert les films, je pense que ça a été encore plus fort, l'impact. Tu vois, parce que j'avais déjà un terreau, en fait, que j'avais travaillé avant. Et en fait, la même chose, parce qu'il était fan des magazines Strange. Du coup, il y avait toutes les parutions Marvel à l'époque qui apparaissaient là-dedans. Et donc, il me parlait de Daredevil, de Spider-Man, de tous ces personnages-là. Et encore une fois, j'avais pas accès directement aux comics. Et je crois que du coup, quand je suis tombé dessus plus tard, effectivement, c'est ce que je te disais, j'étais déjà pas ferré, mais j'avais déjà une sacrée accointance ou en tout cas une appétence pour ce genre de choses, quoi. Du coup, voilà, j'ai toujours dessiné, je faisais des maquettes dans le jardin, je faisais des masques en latex, j'ai fait des études. Peut-être que c'est pas le truc le plus sexy, tu m'arrêtes, hein, n'hésite pas. Non, si vas-y, jamais continue. J'ai peur de perdre dans les auditeurs. Et du coup, j'étais passionné par tout ça. J'ai ensuite fait des études. Mes parents m'ont poussé à faire des études en fait qui m'auraient permis d'assurer mes arrières. C'est-à-dire que le dessin, la bande dessinée, le concept art, ça n'existait même pas à l'époque. Tu vois, c'était une discipline qui était complètement inconnue. Où il y en avait peut-être un tout petit peu outre-Manche, mais outre-Atlantique plutôt. Du coup, c'était... Donc juste pour situer, donc t'as 44 ans. Donc à cette époque-là... On demande pas l'âge des dames d'habitude, non? Ouais, mais du coup, t'es ni une dame, et moi, de toute façon, je respecte pas les règles. Donc voilà. Mais c'est juste pour situer, ça. Quand tu dis à l'époque, voilà, donc dans les années 80, je dirais. Entre 80 et 90, ouais. 90, ouais, ok. Effectivement, ouais. Il y avait ce côté, même, tu vois, et Internet était pas là. Du coup, j'avais une espèce de... Pas de fantasme, mais... Donc j'ai fait des études, je vais y revenir juste après, c'est intéressant je pense. Donc j'ai fait des études en fait pour assurer mes arrières, un BTS communication visuelle. Donc c'était des études d'histoire de l'art, de communication générale qui m'ont beaucoup aidé, mais pas qui m'ont aidé à dessiner. C'est-à-dire j'ai pas appris grand chose en dessin ou en peinture, c'était plus en comment formaliser des idées, les transmettre visuellement. J'apprécie, ça m'a apporté beaucoup. Je pense que j'aurais peut-être pu aller plus vite dans ma discipline, mais tu sais parfois justement c'est bien d'avoir un parcours un petit peu j'allais pas dire chaotique, mais différent. Atypique? Ouais, pourtant c'est pas atypique, hein. J'ai pas fait, tu vois, je sais pas, une discipline qui a absolument rien à voir. Mais malgré tout, c'est quelque chose que j'ai trouvé, avec le recul, qui m'a enrichi, quoi.
Et du coup, j'arrêtais pas de dessiner. Les effets spéciaux, en fait, je pense qu'il y a eu l'avènement des effets digitaux là avec au cinéma avec Jurassic Park, tout ça. J'ai un petit peu lâché les sculptures en latex et les machins dans mon jardin, les vaisseaux spatiaux, les dioramas en perspective forcée. Là, j'étais un petit peu un féru tous ces trucs-là. T'as encore tous ces trucs chez toi? J'en ai quelques-unes, ouais. J'ai des photos surtout qui sont assez croquignoles. J'ai 2-3 anecdotes là de séances photos avec un vaisseau spatial. J'avais mis des semaines et des semaines à le faire. Tu sais, un truc en scratch, c'est-à-dire avec plein de récup de plein d'éléments que tu repeins. Il y a un truc magique, en fait, quand tu uniformises, en fait, avec la peinture métallisée, par exemple, tous les éléments, la maquette, elle prend un petit peu vie. Tu te souviens, alors pareil, c'est peut-être un truc qui va pas parler à tout le monde, le générique des nuls, objectif nul. Non, parce que moi, je crois que j'avais pas le droit de... Alors moi, voilà, on peut être dans les confessions. Moi, j'avais pas le droit de regarder la télé. Voilà, je vais m'allonger sur le canapé, puis on va parler de ce traumatisme. Mais du coup, non, moi, je l'ai pas. Mais j'imagine que les gens qui nous écoutent, ça leur parlera. Alors, pas sûr, parce que c'est peut-être un petit peu vieux et tout. Mais du coup, tu vois, le générique, il y avait une espèce de maquette comme ça, faite avec un petit peu de la récup. Du coup, c'était le genre de truc que je faisais. Et je me souviens d'avoir fait une séance donc dans mon jardin. L'idée, c'est que j'avais mis 2 escabeaux. J'avais tendu j'avais 4 escabeaux. J'avais tendu un drap noir en fond. Sur les 2 premiers escabeaux, j'avais tendu des fils en nylon sur lesquels j'avais pendu mon vaisseau spatial. Et l'idée, en fait, c'était de faire une trouée dans le drap noir derrière qui était censé figurer l'espace. Pour faire des étoiles, alors les étoiles, j'étais censé les peindre après, tu vois, à la mode old school, mais sur des tout petits tirages photos. Si je les retrouve, ça n'a pas donné grand-chose. Mais mon idée, en fait, c'était de figurer des flammes. Et d'ailleurs, j'avais même pas de vidéo, tu vois, c'était juste de la photo, mais de faire cramer un truc et de l'aligner, en fait, juste derrière le réacteur du vaisseau spatial. Donc, j'avais pas de chalumeau, j'avais que dalle. Ce que j'ai pris, c'est du papier cul que j'avais mis dans un truc de sopalin. Et donc en plus ça marchait pas du tout, c'est-à-dire le drap noir ça figurait pas du tout l'espace, on voyait que c'était un putain de drap noir avec des reflets. Je m'étais fait chier avec cette installation. Et le truc c'est que donc il y a quelqu'un qui m'a aidé, qui tenait les morceaux de sopalin. Difficile d'avoir les flammes en fait qui sortaient rectilignes du réacteur, ça marchait pas. Et surtout les flammes, il y avait un petit peu de vent, elles sont venues lécher en fait les fils en nylon qui supportaient le vaisseau spatial. Donc tu me vois venir. Les fils en nylon, ça s'est cassé la gueule. Et donc, des semaines de boulot, 2-3 photos, en fait, merdiques. Mais voilà, c'était les débuts, c'était le genre de truc que tu vois, j'en parle là, mais j'ai quand même des super bons souvenirs, je kiffais ce genre de truc. C'est-à-dire que t'étais super manuel, en fait, depuis gamin, alors. Parce que là, tu dis, enfin, tu dessinais, tu faisais, voilà, pas du bricolage, mais des assemblages, des maquettes, du latex. Ouais, je pense que j'avais un truc, il y avait le dessin, comme je te dis, je prenais des moulages, ouais, j'étais fasciné par ça, là. J'apprenais les techniques un petit peu d'effets spéciaux, donc à mon humble niveau, quoi. Tu vois, mais, que ce soit ma sœur, ma copine de l'époque, des potes, ouais, j'avais pris des moulages en latex, je resculptais par-dessus pour faire des têtes de zombies. Donc j'apprenais un petit peu, j'ai jamais travaillé, tu vois, avec des silicones ou des matériaux en fait très chauds. Déjà, c'était cher. Il avait pas beaucoup de sous. À chaque fois, je calculais en fait grave, tu vois, le prix de l'alginate, je sais pas si tu vois, c'est le matériau que les dentistes utilisent pour faire des empreintes de dents et qui te permettent d'avoir une fidélité, un degré de détail hallucinant. C'est-à-dire, si tu prends les empreintes d'une main ou d'un visage, tu auras tous les pores de la peau et les empreintes digitales qui apparaissent, quoi. Et du coup, c'était ce que je faisais. Par-dessus ça, en fait, je resculptais. Je devais refaire un moule en plâtre, tirer du latex à l'intérieur pour avoir l'espèce de masque et tout. Mais ouais, c'était un espèce de truc. Je pense que oui, j'étais vraiment passionné, quoi. Et il y avait le dessin en plus de ça. Donc c'était un petit peu la même chose. T'avais des influences particulières? Des gens que tu lisais, que t'aimais bien reproduire un peu, ou tu dessinais en essayant de façonner ton style de ton propre côté? C'était irréfléchi, je pense. J'avais plein d'influences forcément. En BD franco-belge, c'est plus vieux, mais je me souviens que le Scrum Eustache, je sais pas si ça m'avait marqué, le concept avec transformer les gens en statues de sel, les galaxiens, avec cette espèce d'écosystème où chacun change de discipline là tous les soirs à minuit. Là, il y a tout un espèce de truc. Ça m'avait marqué. Et puis on y revient. Non, je pense que c'est marrant. Ouais, les trucs de Strange, Marvel. Je pense que ça m'a pas mal retourné. Et tu vois, je me souviens je crois que quand j'ai redécouvert ce truc-là, je crois que ça doit être Spécial Strange 63 avec le scénario de Chris Claremont, Marc Silvestri au dessin, Dan Green à l'ancrage. Et ça a eu une gros impact pour moi. D'ailleurs, en fait, tiens, une autre anecdote, c'est j'étais très bon à l'école. Je crois que ça faisait chier certains de mes profs, en fait, que je m'intéresse au dessin. Je sais pas comment le dire, mais ils te voyaient faire un autre parcours. Ouais, bien sûr. J'ai eu le droit à des trucs. Tu veux pas faire un vrai métier? Ouais, médecin Médecine, ou avocat, c'est honteux. C'est dommage que tu fasses ce truc-là et tout, quoi. Alors que non, pas trop. Et j'avais gagné un concours, je l'ai gagné plusieurs années, je crois, de nouvelles, tout petit collège, hein.
Et dans un, en fait, j'avais fait un espèce de rip-off presque honteux, mais d'un scénario de Chris Claremont avec une île Krakoa qui transformait les gens en mutants. Et tu sais, c'était le genre d'exercice, en fait, t'avais une rédaction à faire avec des mots imposés. Donc, du coup, l'exercice, c'était plus de réintégrer les mots en question. Et je crois que j'ai le souvenir d'être un tout petit peu gêné parce que dans ma tête, en fait, je pense que j'avais... C'était pas seulement un rip-off au niveau conceptuel, mais il y avait certains trucs, j'avais une très bonne mémoire à la fois visuelle, mais j'avais ressorti des phrases, en fait. Je pense que tu pouvais retrouver du comics. Donc, j'avais dû rajouter, tu sais, les mots imposés dedans. J'avais eu droit à un rendez-vous chez le proviseur, la machin truc, pour me demander s'il pouvait imprimer la nouvelle en question, puis la diffuser aux élèves, tout ça. Et puis j'étais là, putain, j'espère qu'il a pas lu Spécial Strange parce que il va déchanter, quoi. Du plagiat. Très bien. Un petit peu. On a commencé par du plagiat. Bah, bravo, Alexis. Super. Bon, allez, donc on continue, avançons un petit peu dans le temps. Donc tu faisais tes études aussi, donc pour t'assurer de pouvoir avoir un vrai travail, mais c'est pas forcément ce qui va se passer. Enfin, tu vas quand même pouvoir percer. Non, parce que je travaillais énormément à côté mon portfolio, donc des illustrations avec une approche un petit peu professionnelle. J'ai commencé à envoyer des illustrations. Donc comme je te dis, ouais, c'était un petit peu avant le net. Il y a un truc assez marrant, c'est parce qu'effectivement, il n'y avait pas les facilités comment dire alors maintenant c'est peut-être un petit peu trop décuplé, puis même de contact, ouais, la boîte de Pandore maintenant, mais oui, il y avait pas ces mêmes facilités, donc c'était un petit peu plus galère, fallait envoyer des courriers. J'ai commencé dans des fanzines, donc j'étais super heureux d'avoir des illustrations imprimées dans des fanzines qui tiraient à 10, 20, 30 exemplaires, tu vois, en noir et blanc. Je les recevais à la fin de semaine chez mes parents. J'étais en internat, je revenais chez moi, j'avais tous mes courriers, je préparais tous mes courriers, je faisais mes photocopies. Si, c'était un truc intéressant parce que ça m'a servi, c'était assez formateur dans le sens où c'était un petit peu une première commande. Donc pour un fanzine, on va dire tout petit tirage réduit, mais en gros ça fonctionnait de la même façon. Il y avait un sujet, un support, des contraintes, un format d'image. C'était pas payé, mais bon voilà, c'était histoire de faire mes armes également. Et du coup j'en ai fait énormément de ce genre de choses. Il y avait à la fois un petit côté motivant, formateur. Ce qui fait qu'ensuite, je crois que j'ai fait l'extension et j'ai commencé à contacter des supports des bouquins de jeux de rôle à l'époque. Donc c'est vraiment une micro-niche. Maintenant, ça doit l'être toujours un petit peu, mais ouais, ça se développe un peu plus quand même, ça. Ouais, bah il y a le côté aussi revival, par exemple avec les Kickstarter et le côté pas des produits luxueux, mais non pas luxueux, mais le côté nostalgique là. Bah t'as à la fois des côtés, ouais, t'as peut-être ce côté nostalgique, t'as ce côté beau livre aussi maintenant qui accompagne quand même en fait les belles éditions des jeux de rôle, et puis t'as une démocratisation depuis, enfin c'est con, mais qui a un peu été amplifiée avec le confinement aussi, avec le jeu de rôle que tu suis sur Twitch et ce genre de choses là. Il y a quand même une forme de démocratisation en fait qui s'est faite sur ce loisir. Et donc ça fonctionne un petit peu enfin ouais, moi je vois que ça se développe et tout ça, quoi. Donc c'est sûrement ça reste une niche, hein. Clairement on va pas dire que on parle de JDR à la télé non plus, mais je pense que c'est un peu moins de niche que il y a 30 ans, quoi. Ouais. Actuellement, il y a l'aspect, la dimension aussi objet collectionnite, le nombre de personnes qui achètent le bel objet avec tous les prints ou les et qui va jamais ouvrir la boîte parce que faute de temps c'est pas possible. J'en connais pas mal, hein. Oui, moi je peux t'emmener dans ma chambre, j'ai Oula, c'est un jeu de plateau, non mais tout en tout honneur, mais j'ai le jeu de plateau Gotham City Chronicles commandé, j'ai fait all-in commandé il y a 3 ans et alors il est sous plastique encore, les 3/4 des boîtes, ouais, il y en a quand même que j'ai ouvert pour un peu bricoler avec, mais j'ai pas trouvé le temps de jouer avec quelqu'un ni même de peindre, tu vois. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, il y a le côté ouais, le fait de... Ouais, mais puis de participer, j'avais même pris mais de toute façon, c'est toi l'invité, c'est pas à moi de parler moi, mais un Cthulhu Wars, c'était sorti en 2012, je crois, c'est un truc je sais plus comment il s'appelle, mais un mec qui est super connu, pour avoir fait juste, c'est une forme de risque, mais avec, les empires du monde Lovecraftien, quoi. Ouais. Et donc, t'as des énormes figurines de Cthulhu, de Nyarlathotep et tout ça qui sont incroyables, mais alors là, risque, c'est plus accessible que du jeu de rôle, non? En termes de temps de jeu de plateau, bah, je sais pas, parce que je crois que c'est quand même des parties super longues que faut quand même te prendre une bonne après-midi ou une bonne journée, quoi. Mais bon, voilà. Donc, toi, tu es allé vers l'illustration de jeux de rôle. On divague. Ouais. Donc, j'ai commencé à me placer ici et là, mais encore une fois, là, soyons, comment dire, enfin, tout est relatif, quoi. C'était vraiment des tout petites de la micro-édition. Et sur un salon, il y avait un salon de jeux de rôle, tout petit truc. Il y avait un stand de cryo interactive. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré, un designer concept artiste, qui est devenu un ami ensuite par la suite. Et c'est la première fois où j'ai découvert qu'effectivement, dans le jeu vidéo, en fait, la conception commençait par un travail dessiné. C'est-à-dire qu'il fallait concevoir les éléments avant de les modéliser. Du coup, il avait son book de personnages. Il travaillait sur, tu te souviens, en fait, à cette époque-là, il faisait ce qu'ils appelaient des ludo historiques. Donc en fait des jeux basés sur un contexte historique, ludo forcément avec le côté ludique, c'était des point and click en général. Du coup, j'ai regardé ce qu'il faisait, j'ai absorbé, je suis rentré chez moi, j'ai essayé de travailler exactement la même chose. Donc il travaillait au marqueur à l'époque. Oui, je travaillais pas en digital aussi. Bah oui, c'était tout à la main, photocopie et puis peinture acrylique. Ouais, mes premiers boulots c'était un petit peu ça. Très bonne école. J'aurais dû en faire plus d'ailleurs.
Enfin, si, non, pardon. Tu vois, les illustres noirs et blancs, en fait, j'en ai plus. Il y en a peut-être quelques-unes sur le net, mais j'en ai fait des centaines et des centaines. Très bonne école. Tu vois, le côté pas forcément répétitif, mais moi, ça m'a fait du bien, ça m'a fait faire mes armes. Mais oui, j'ai dû en produire. Et puis, pas forcément des trucs. Je suis très content que certaines soient oubliées. Et puis, pas forcément, on passe par là. Il faut apprendre et puis grandir tout ça. Mais tu utilisais quel matériel à ce moment-là? Ben en fait, j'ai un autre truc aussi, c'est que tu vois, que ce soit dans les disciplines que j'ai abordées, les sujets, je suis assez éclectique. Et en fait, je le relie à deux choses, une curiosité naturelle, c'est-à-dire que je m'emmerde en fait s'il n'y a pas de challenge ou de truc nouveau, j'ai besoin de ça pour me sentir grandir, pour apprendre, pour avancer. Et il y a un autre truc en fait purement pratique, on va dire, c'est que je pense que j'avais peur de pas avoir de taf. Ça devait être par rapport à mon environnement, c'est pas un truc anxiogène, mais il y avait le côté justement on connaissait pas en fait toutes ces disciplines, l'art, tout ça. Et donc ma réflexion c'était plus j'ai de cordes à mon arc, plus j'ai une palette en fait super large, plus je suis à même de répondre à une large demande. Du coup, c'est aussi problématique dans le sens où parfois on a besoin d'une étiquette, c'est-à-dire en fait, tu vois, par exemple si je suis éditeur, il y a là ça peut peut-être être intéressant pour des gens qui cherchent des conseils, il y en a beaucoup qui me demandent. Parfois, pour un illustrateur, par exemple, c'est que si tu arrives chez un éditeur avec un panel de travaux complètement différent, le problème, c'est qu'il va peut-être, lui, être capable de te spécifier, je voudrais quelque chose dans cette veine-là, mais ça va créer un doute aussi. Par exemple, c'est très con, mais il va regarder ton travail, si tu finis par une pièce, en fait, complètement différente ou un petit peu moins bien que le reste, l'idée, en fait, qui va peut-être germer, en fait, dans sa tête, c'est, merde, et s'il m'amène, je lui commande ça, et s'il m'amène cette bouse, ou il s'amène ce truc dans cette veine-là, alors que j'en veux pas. Du coup, moi, il y avait cette espèce de truc, en fait, où même à l'école, j'essayais, tu vois, d'alterner les disciplines. Donc, je travaillais à l'acrylique, je travaillais à l'aquarelle. Je dis pas que j'étais bon dans tout, tu vois, mais il y avait cette espèce de truc où à chaque fois, je me remettais un petit peu en danger. Et je crois qu'au niveau professionnel, c'est ce que j'ai essayé également. Même en noir et blanc, tu vois, il y a des fois, j'essayais un truc, tu vois, ça va être une série d'illustrations en live au noir et blanc, donc complètement différent qu'un travail, tu vois, où ça va être du trait assumé, très BD. Il y a d'autres fois, ça va être de la brosse, stylo pinceau, avec des noirs et blancs plus marqués. D'autres fois des trucs au rotring. Enfin bref, c'était un espèce de truc où j'adorais faire ça. Il y avait le côté découverte, le côté remise en question. Et puis c'était, ouais, je pense, ouais, cette espèce de truc, le fait d'être capable de vraiment dans ma tête, de répondre à la commande. La même idée, tu vois, je me disais en fait, je suis pas capable, ou comme dire, si c'est dur d'avoir du boulot en illustration, en BD, ça l'est encore plus, parce que j'allais pas, à l'époque, je pouvais pas signer un album, enfin c'est extrêmement chronophage, et puis c'est un investissement énorme. Mais je me disais, voilà, s'il y a quelques pages BD à faire ici et là, voilà, ça peut être cool si je peux répondre à cette commande-là. Donc, il y avait cette dimension-là. Du coup, j'ai découvert aussi le design jeu vidéo, comme je disais. Donc là, pareil, ouais, c'était plus... là, j'ai appris une technique particulière. C'était ref en noir et blanc. Oui, parce qu'il y a un rapport à la production en jeu vidéo. Là, je veux dire, c'était dans une boîte chez Cryo. Et t'as un côté, t'es pas chez toi, t'as pas le temps que tu veux. C'est qu'il faut alimenter une production. Il faut rentrer dans un cadre de production. Ah, dans un calendrier aussi. Ouais, exactement. Le calendrier est super important. Du coup, la technique, elle va aussi en adéquation avec, enfin, tu la développes, tu la choisis aussi en fonction de ça. D'où maintenant l'utilisation, la démocratisation là, de l'outil digital qui permet une rapidité de retouche, pas seulement de retouche, mais d'envoi. Tu vois, t'as pas de scan à faire. Tu peux faire plein de variations rapidement. Enfin, il y a vraiment un côté rester compétitif. Du coup, moi, à l'époque, là, c'était en général des crayonnés sur du papier. J'arrive plus à me souvenir comment ça s'appelait. Mais enfin bref, on faisait une photocopie sur un papier spécifique et après je travaillais avec des feutres Pantone, donc une batterie de plein de feutres différents pour avoir tous les dégradés, tout ça. Donc ça, c'était un peu mes premiers travaux. Et donc j'ai alterné entre, c'est exactement ça, tu vois, illustration pour des jeux de rôle. Quand j'en parlais, il y avait un terme que je réutilisais là, qui je trouve résume bien en fait cette approche-là. C'était une espèce de dynamique exponentielle. C'est-à-dire en fait, je bosse à fond sur un truc, j'essaie de donner le meilleur en fait de ce que je peux faire à ce moment. Ça sera vu par quelqu'un, mais pas tout de suite. Il faut que ça soit édité, que ça soit publié, que ça circule. Il y a des chances que la personne me rappelle ou d'autres personnes me rappellent parce qu'ils auront vu ce travail-là, mais ça va porter ses fruits en fait plus tard. Donc il y a une espèce de truc, garder la foi, continuer à avancer, croiser les doigts là pour qu'on justement on me rappelle. Parce qu'au début c'était pas non plus la folie. Hein. Enfin ça a été dur. J'ai des souvenirs là d'être devenu à Paris. Putain là je vais faire mon petit Calimero là, mais non c'est cool, mais d'être passé chez un éditeur jeu de rôle qui habitait Montreuil. Il y avait une grève du métro, j'habitais pas Paris, je connaissais pas, je me suis tapé Paris tout en diagonale pour aller de l'autre côté, là je crois à Ballard, il pleuvait, j'avais mon bouc sous le bras et le deuxième rendez-vous, j'ai dû mettre 1h30 pour y aller à pied
Et le cum, quand je suis arrivé, très gentil, hein, mais il était en train de jouer, donc à l'époque, à un vieux jeu online, machin truc. Il a fait 3 photocopies. Il m'a dit merci, c'était cool. Et je suis ressorti, j'étais là, oh putain, j'étais content de l'avoir fait, tu vois, il fallait le faire, il faut avancer, tout ça. Mais c'est un petit peu une petite claque dans la gueule, quoi. Ça te fait relativiser, tu te dis, oh, bah, on n'y est pas, va falloir s'accrocher un petit peu. Mais bon, on va dire que c'est formateur et ça fait du bien. Et du coup, ouais, donc alterner les illustrations jeux de rôle, d'autres choses ont suivi. Ensuite, le jeu vidéo. Donc, je suis rentré dans la première boîte Cryo Interactive. Ensuite, j'ai été appelé, je crois que j'étais un des plus jeunes salariés de Callisto Entertainment. Je crois que quand ça a fermé, il y avait 300 salariés. Là, c'était un gros studio. Qui avait fait quoi alors pour ceux qui connaissent pas? Ils ont fait Nightmare Creatures. Ils ont fait. Il y avait Dark Earth qui avait été développé à la fois en jeu de rôle papier. Justement, ils avaient créé une cellule qui passait de l'un à l'autre et ils ont développé le support jeu vidéo. J'aurais pu te dire. Alors moi, le truc marrant, c'est que je suis resté quelques années là-bas jusqu'à la fermeture. J'ai travaillé sur au moins 12 projets différents et il y en a aucun qui sont sortis. Ah. Donc, t'es payé. Il y a une avancée, on va dire, professionnellement. Bah, je suis arrivé sur Paris, j'ai pu emménager, j'avais un job, tu vois, en plus salarié, une sorte d'assurance comme ça. J'ai appris beaucoup de choses, le travail en équipe, même la discipline jeu vidéo. Tu vois, quand je te parle avec Cryo, il y a aussi un truc rigolo, c'est la première fois où je suis arrivé. Oh bordel, putain, quand il fallait traverser l'open space, puis aller scanner ses dessins sur un scanner, à le mettre sur le serveur. Mais je connaissais pas, je savais pas ce que c'était, quoi. Enfin, bref, c'est tout un apprentissage que tu fais. Et puis aussi intégrer, en fait, donc ça, j'ai mis aussi du temps. Mais je pense que c'est important aussi s'il y a des gens qui écoutent, qui sont intéressés par ça. Enfin, maintenant, je sais qu'il y en a de plus en plus. Je vois une espèce de vague. J'ai l'impression que c'est la tendance en ce moment, les écoles de concept art, tout ça. C'est aussi de réfléchir, faire ses devoirs, se projeter et se dire, en fait, qu'est-ce que le client, qu'est-ce que l'entité, qu'est-ce que la boîte, qu'est-ce qu'elle a besoin? Comment je fais pour m'intégrer, en fait, dans la production et être pas seulement utile, mais tu vois, c'est pas seulement faire un dessin comme ça pour le fun, avoir des idées. C'est à quel moment, en fait, je dois faire ça pour pouvoir le partager, pouvoir alimenter la machine, pour pouvoir servir les artistes 3D, pour pouvoir servir le game designer, le game director. Enfin bref, c'est essayer d'avoir une conception, globale plus large de la production et de comment tu t'intègres au mieux là-dedans. Surtout que vraiment par rapport à l'aspect jeu vidéo, t'es complètement en fait le maillon t'as un rouage dans une énorme machine en fait. Tu travailles pas que pour toi en fait. C'est ce qu'on te demande, c'est tu dois forcément réfléchir à tous les gens qui travaillent autour de toi et qui vont avoir besoin de ces illustrations aussi. Mais alors avec des besoins visuels, mais aussi des besoins narratifs ou des besoins même de game design ou de gameplay alors. Ouais, carrément. Il y a vraiment un gros travail d'équipe, travail collectif où l'un peut influencer l'autre. Et effectivement, il y a le côté tu bosses pas que pour toi. Il y a un pote, Benjamin Carré, là, illustrateur, concept artiste, qui m'avait sorti un truc à l'époque, enfin, c'est pas à moi, mais qui était assez intéressant. Là, il parlait de notre travail comme un travail un petit peu de cadeau. C'est-à-dire, en fait, tu sais, que ce soit pour un film ou jeu vidéo, t'as le support texte initial, c'est-à-dire t'as l'écriture, t'as la première mise à plat, en fait, des idées. Et la première fois où tu vas avoir une interprétation visuelle du concept, c'est avec les concept art. Du coup, à moindre coût, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de faire de la 3D, il n'y a pas besoin d'engager en fait des tonnes d'argent, mais c'est la première fois où tu vas avoir une impulsion, enfin un feedback visuel de ce à quoi ça pourrait ressembler. Parfois, effectivement, ça peut fonctionner comme une espèce de mèche ou de un truc inspirant pour le reste de l'équipe, à savoir ce qu'il faut faire, dans quelle direction on a envie de creuser, ou alors l'inverse, des choses à pas faire, c'est pas ça qu'on veut. Ça c'est un autre débat, mais ça fait partie du taf aussi, hein, le nombre de choses qui est jeté à la poubelle. Mais oui, du coup, t'as vraiment un côté rouage d'une machine qui peut être dur. Tu vois, je le sais même encore maintenant, là, il y a une grosse partie de mon taf qui termine à la poubelle. Même si je suis très soigné, j'ai des excellentes conditions de travail, tout ça, mais c'est un problème de riche, peut-être, dans le sens où je peux pas me plaindre réellement. Mais je crois qu'on est tous pareils, on a besoin de créer quelque chose de concret, surtout à l'heure actuelle, tu vois, par rapport à ce qui se passe dans le monde et tout. Le besoin de trouver du sens. Et si tu fais un taf et que même si t'es rémunéré, t'es bien payé, ça m'est arrivé, hein, des fois des mois de boulot qui partent à la poubelle, que je verrai pas à l'écran ou un truc comme ça. Donc ok, je mets ma casquette de j'ai bossé, il kiffe ce que je fais, ce que je produis, sinon il me rappellerait pas, et ça nourrit la machine. Mais il y a quand même un côté, tu te dis ah putain, surtout tu t'attaches si tu veux être intense et puis faire du bon travail, c'est que tu t'investis dans ta tâche, t'y mets du tien. Moi, je me projette beaucoup, je réfléchis beaucoup, je gamberge, je prends des notes, j'accumule le truc, je suis passionné, et voilà. Et du coup, la déception, elle peut être d'autant plus rude. Du coup, je sais qu'avec le temps, j'ai dû développer des sortes de systèmes de défense par rapport à ça. Ouais, une carapace un peu. Exactement. Ouais, c'est super important. Moi, c'est un truc en tout cas que je ramène souvent. Encore une fois, quand j'échange avec des jeunes illustrateurs ou pas forcément jeunes, mais ou concept artistes, tout ça.
Moi, j'ai trouvé ma façon de faire. En plus, je pense que j'évoluerai avec le temps. C'est mes projets à côté. C'est-à-dire, j'ai une BD énorme. Là, il y a mon artbook là, qui va sortir. Donc, c'est d'autres projets qui me permettent d'être... ou encore même des illustrations plus rapides. C'est-à-dire, des fois, je prenais des illustrations, tu sais, où j'ai une commande et le mois d'après, ça va être imprimé. J'ai très peu d'interlocuteurs. Hein. Enfin, comment dire, c'est pas une machine énorme. J'exécute mon illustration. C'est plaisant, j'ai du fun. Ou une peinture pour moi, ça peut être plein de choses différentes. Mais surtout, je la vois paraître et il y a peu d'intermédiaires. Et du coup, ce qui fait que je me ressource, et quand je reviens dans la grosse machine, je suis plus à même d'encaisser, en fait, les aléas, les déceptions, il faut changer tout ça. Et en plus, il y a un truc que, comment dire, c'est que j'apprécie aussi, tu vois, la grosse machine. Il y a quelque chose de plaisant, de faire partie, d'avancer avec l'équipe, de nourrir la machine. Si je fais un truc que j'ai un super retour du réal, je me dis, ah putain, c'est cool. Parfois, ça m'est arrivé, je sais plus sur quel film, un mec qui m'écrit sur Instagram qui faisait partie de l'équipe. Je sais plus même d'ailleurs si c'était, il y a eu les cascadeurs, un mec de l'équipe cascade et un autre mec de VizDev, c'est-à-dire, non, VizDev c'est nous, pardon, d'effets spéciaux, qui me disait, ah, on a vu tes visuels, ils ont pas arrêté de circuler sur la prod. En fait, moi, je les envoie, tu vois, à mon interlocuteur, mais là, je suis parti très loin, Marvel Studios, mais je suis pas là, en fait, je sais pas qu'est-ce qu'ils font de ces dessins-là. Tu vois, ça circule sur un serveur, et je sais pas que c'est envoyé. Enfin, je connais pas les détails sur à qui c'est envoyé dans une boîte de VFX, que c'est affiché sur un mur, que ça va circuler, que ça va être la référence choisie, tout ça. Et ça, ouais, c'est assez plaisant en fait. Ça fait partie aussi des forces. Je me souviens d'un truc d'ailleurs, c'est Otomo qui racontait quand il est passé quand il dessinait Akira le manga, en fait, il racontait qu'il rêvait de faire un film. Et c'était vraiment quelque chose qui lui prenait la tête en bien. Enfin, c'était vraiment un rêve absolu. Quand il est passé réalisateur là sur le projet, en fait, il raconte qu'il avait qu'une envie, c'était revenir à la table à dessin et revenir à son manga, parce que je pense qu'il était bouffé par toutes les responsabilités qu'il avait. Ouais. Et je t'avoue, le fait en plus d'avoir monté une boîte de jeux vidéo, j'ai un peu découvert ce côté-là. C'est-à-dire, j'ai monté un studio là, donc Non Entertainment, et un de mes premiers objectifs avec ce studio-là, c'était de créer un univers ou des univers. Mais je veux dire, alors pour revenir justement à aborder cet aspect-là, c'est pourquoi monter un studio de jeux vidéo? Donc t'en avais marre d'être juste, on va dire, exécutant alors pour les précédentes boîtes qui t'avaient embauché. Tu voulais être partie intégrante d'un processus créatif, donc de ce que tu viens de dire, d'univers de jeu alors. Je crois que c'est exactement ça. Après, j'étais pas tout seul et l'impulsion, elle venait de différentes personnes. Ouais. On partageait un petit peu ce point de vue. Mais ouais, c'était un petit peu ce truc-là, en fait. Le fait d'être plutôt seulement faiseur, en fait, pour un autre studio, c'est en fait de maîtriser, je sais pas comment dire, maîtriser son destin. Enfin, et ça a été, ouais, une sacrée aventure, là. Je peux pas parler de tous les détails encore à l'heure actuelle. Il va falloir encore un petit peu de temps. Je pourrais écrire un bouquin ou en faire une série télé inspirée de tout ce truc-là. Un sacré travail. Et, parce que tu étais directeur artistique aussi alors. Directeur artistique, cofondateur, donc je faisais partie des associés avec par exemple, j'ai un de mes associés en fait qui avait calculé, c'est qu'une année, donc créer un studio, c'était créer l'IP, le contenu, tout ça, mais il y avait aussi créer la structure, parce que pour faire un jeu vidéo, nous on avait des grosses ambitions, c'était démesuré. Franchement, il y a des fois, mais même avec le recul, même sur le moment, on se disait mais on a fumé du crack, qu'est-ce qu'on fait, c'est pas possible. Enfin, on devrait envisager quelque chose de plus petit. Notre premier jeu, c'était un AAA, la Remember Me, c'était un gros budget, c'était énorme, et on n'avait rien fait avant. Et du coup, il y a pas seulement la problématique de faire le jeu, qui était déjà énorme, il y a aussi monter la structure, et c'est pas rien. C'est-à-dire choisir les gens. J'ai pas été formé pour ça, mais ce que me disait mon associé, c'est que justement à un moment, on a passé une année, en fait, on a passé un tiers de notre temps en d'entretien d'embauche, à choisir les gens. On a appris des choses. Par exemple, je me souviens d'avoir eu des conseils d'autres personnes annexes et croire en c'était un Américain, un Français qui vivait aux États-Unis là. C'était l'ancien boss de Naughty Dog, Christophe Balestra, qui nous avait sorti un truc là. C'est Believe Your Guts, croire en ses tripes. Si tu fais un entretien, il y a un truc. On est plusieurs, tu vois, on est 5. Il y a une personne de l'équipe qui peut pas blairer la personne de l'autre côté. On en parle, mais le choix est déjà fait. On le prend pas en fait. Et il y a ce côté, tu sais. Je sais pas, il y a une métaphore avec les équipes de sport, hein, jeu collectif. Tu vois, Jordan, il a commencé à gagner les championnats avec les Bulls là quand il s'est mis à ouvrir son jeu et à faire grandir ses partenaires. Tout seul, il avait des putains de scores ou des trucs comme ça. Mais pour avancer, pour gagner le titre, il avait besoin en fait de bosser avec les autres. Et là, je parle pas du tout de moi, je parle de n'importe qui. Tu vois, enfin le fait d'avoir quelqu'un qui soit capable de, même si c'est pas le meilleur dans sa discipline, s'il est ouvert et qui kiffe de bosser avec les autres, ça sera clairement beaucoup mieux en termes de résultats. Puis après, il y a un autre truc aussi, d'autres problématiques comme dire c'est un choix de vie, mais là, on a essayé de travailler aussi là-dessus. À l'époque, je sais que ça a pas mal changé, la philosophie de la boîte et tout, mais c'était de se dire, mon modèle, c'était un petit peu Pixar. Si on a des gens, en fait, comme n'importe qui passent 8 heures de leur vie sur un projet, c'est important de leur offrir ou de travailler sur des conditions de travail qui soient cool.
parce que c'est pas rien à la fin de la semaine. C'est un rapport au travail avec qualité de vie, là, tout ça. Je commence à partir vraiment en sucette, là. J'ai perdu un peu de pied, t'inquiète que je te recadre un peu. Donc donc là c'était chez Dontnod, mais t'as aussi. On a commencé, je suis parti des maquettes en plastique. Ouais, mais c'est bien, mais c'est pour voir aussi toute la versatilité de ton parcours en fait, et de voir vraiment que t'as un touche à tout quand même. Je pense qu'on peut le dire. De toute façon, quand on regarde ta fiche Wikipédia, de toute façon, on voit tout ce que tu as fait, tous les différents types de travaux en fait que tu as réalisés, et tous les secteurs en fait de la pop culture, du divertissement sur lesquels tu as travaillé. C'est que ouais, clairement, et tu l'as même dit dans ce podcast, donc c'est pas une surprise, c'est que tu tiens pas en place en fait. Ouais. T'as besoin justement de te renouveler, de te mettre des défis, de dessiner sur différents types de projets, que ce soit tout seul, que ce soit avec d'autres gens, que ce soit voilà pour un truc qui reste statique ou pas. C'est voilà, t'as besoin vraiment de voir un peu partout. Il y a tellement de choses que j'ai pas encore fait ou que je maîtrise pas. La musique, quelle déception. Ça c'est pas grave. Ouais, bien sûr, mais bon, le truc techniquement t'as encore le temps. Hein. Ah, exactement, ouais. Donc on était à Dontnod. Tu peux me parler un peu de Wizards of the Coast aussi? Comment ça s'est passé? Alors Wizards, j'étais pas joueur. Et écoute, je me demande, je fais peut-être un amalgame, tu vois, là c'est pour le storytelling, pour en rajouter une caisse. Mais donc je te parlais au tout début, là tu sais, d'un salon de jeux de rôle, donc minime. Moi j'avais pas grand chose. J'étais sur un stand avec un pote à l'époque, et je crois qu'on va dessiner, c'était pas en euros, ça devait être 50 balles, donc ça fait quoi, 15 euros. L'archétype, les gens passaient et on offrait en fait dessiner un archétype pour 15 euros. Donc c'était un peu la zermie. Et j'ai l'impression que c'est sur ce salon que j'ai rencontré donc John McCambridge, qui était un concept artiste là de Cryo. Donc j'ai découvert un petit peu la discipline là, du jeu vidéo. J'ai préparé ensuite mon book pour Cryo. Et j'ai l'impression qu'il y avait aussi des gens, le bureau de Wizard of the Coast. Mais par contre, en fait, tu sais que le bureau de créa, il est à Renton, aux États-Unis, à côté de Seattle. Et en France, c'est plus de la distrib, c'est-à-dire il n'y a pas de créatif. Et je parle pas des illustrateurs, en plus ça a changé maintenant. Et du coup, il y a un gars qui avait vu mon travail, qui avait été impressionné, qui avait pris des extraits. Je sais pas du tout comment c'est passé. Je lui ai envoyé des photocopies. Il les a fait suivre au directeur artistique de l'époque, qui était Jeremy Cranford. Et le gars a kiffé mon travail. Et il m'a fait passer ma première commande. Donc là, j'ai découvert un petit peu. Ça s'est suffisamment bien passé pour qu'il m'en demande une deuxième, pour qu'il m'en demande une troisième. Et puis, il y a eu un espèce d'enchaînement. Ouais, c'était assez bizarre en fait. Mais justement, ça se passe comment les commandes quand t'as juste un texte où ils te disent voilà ce que tu dois dessiner en description, t'as plus d'informations sur l'ensemble de l'extension qui est développée à ce moment-là ou de l'univers qui est en train d'être développé. Comment? C'est un tout petit peu plus compliqué. Il y a beaucoup de gens, même à un moment, qui me demandaient est-ce que vous peignez, tu sais, comme tu kiffes, tu regardes des cartes Magic, il y a des belles illustrations, tout ça. Est-ce que tu fais les dessins dans ton coin, puis ensuite tu les envoies au bureau et puis ils choisissent les dessins qu'ils veulent? Non, pas du tout. Encore une fois, c'est une industrie. Par exemple, je saurais plus te dire exactement, mais là, en termes de commande, numéro de commande, si je reçois une commande de Wizard, donc depuis le temps, je sais plus là, des années et des années, on doit être au numéro, l'immatriculation pour une commande 160 000 et quelques, et moi je dois avoir un numéro de vendor, c'est-à-dire de comment on appelle ça, pas de client, mais c'est ni d'artiste, mais bref, j'ai une immatriculation, ça doit être 16 000 et quelques. C'est juste pour ramener un espèce d'ordre d'idée, en fait, que les chiffres et les volumes sont impressionnants. Chaque année, ils sortent un gros nombre de cartes. Du coup, ce qu'on reçoit, c'est un numéro de carte, une immatriculation, le nom temporaire, parfois qui va changer. Moi, souvent, j'étais perdu parce que tu bosses sur la carte, tu t'es attaché un petit peu au nom, forcément. Et en fait, la carte, elle sort 1 an, 6 mois ou 1 an, voire plus après. Et parfois, le nom a changé. Ils ont fait évoluer, normal, ils s'adaptent, tout ça et tout. Donc, je reconnais pas mes petits, là, je suis perdu. Ensuite, t'as quoi? T'as un descriptif sur l'action. Qu'est-ce qu'on doit voir sur la carte? Il y a le format également, parce que maintenant, tu sais qu'il y a de plus en plus de formats, des fois à bord perdu. Les Planeswalkers, on les travaille de format vertical, c'est-à-dire t'as la fenêtre image dans la carte. Le principal doit être dans la fenêtre image supérieure de la carte, mais en fait, ton illustration, elle doit être conçue de façon verticale pour pouvoir fonctionner indépendamment, pour être mise en avant en marketing ou plein de choses. D'accord, ouais. Plein de choses comme ça. T'as la date de rendu pour le croquis, la date de rendu pour le final, le prix qui varie en fonction de toi et puis de la carte balèze ou pas, la description du mood et un autre truc qui s'appelle les références. Il y a peut-être encore autre chose, mais les références, c'est qu'en fait pour chaque nouveau set, tu vois, Magic aussi pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément, donc c'est un jeu de cartes à collectionner où chaque année il y a un nouvel univers qui est déployé avec une tonalité en fait différente. Et le truc qu'ils ont fait, c'est que c'est une histoire de, comment dire, conceptuellement là, de différents plans
qui sont tous reliés les uns aux autres dans le même univers. On a certains personnages qui s'appellent les Planeswalkers, les arpenteurs en français, qui sont capables d'évoluer, de changer d'aller d'un plan à l'autre. Voilà, donc des terres parallèles, hein, grosso modo. Voilà, exactement. Ce qui crée un lien au niveau narratif. Et moi, j'ai eu la chance aussi d'être au tout début où ils ont essayé de blinder et d'avancer en fait là-dessus. Donc, si tu as une trame, pourtant c'est un jeu qui est pas à la base, il est pas du tout porté sur la narration. C'est un jeu de cartes. Ouais, après le principe c'est quand même que toi-même en tant que joueur tu incarnes un Planeswalker, parce que c'est toi justement qui permet de contrôler les créatures, d'invoquer les sorts et d'utiliser en fait les ressources, la mana. Il y a que justement ces êtres ultra puissants qui sont capables de le faire. Et moi je me rappelle quand même que quand j'étais au collège, donc ce qui est aussi il y a quelques années maintenant, on avait déjà des bouquins, des romans en fait qui accompagnaient alors que en anglais à l'époque, ils n'étaient pas encore édités en français, mais t'avais quand même déjà un lore qui était développé, des narrations qui se construisaient. Je vois ce que tu veux dire avec le lore à côté, mais quelque part les mécaniques même du jeu, c'est pas les mécaniques qui se portent à développer la narration à la base. Ouais. Tu vois, le jeu, l'affrontement avec un autre joueur et tout, le déploiement des cartes sur le tapis de jeu, tout ça, c'est pas un comic, c'est pas un jeu vidéo, il y a pas le développement dans le temps d'une trame. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, ce qui est extrêmement étonnant entre les nouvelles, comme t'as dit, les bouquins à côté, les nouvelles, chaque nouveau set qu'amène entre les vidéos et les petites nouvelles partagées. Je trouve ça assez incroyable, quoi. Et du coup, la chance que j'ai eue, c'est que au tout début, alors c'était pas au début, pardon, le jeu existait depuis longtemps, mais quand ils ont commencé à resserrer ce concept-là, c'est-à-dire fortifier un petit peu la trame narrative, le storytelling, et ben on a besoin de personnages forts. Et du coup, c'est là où ils ont lancé, le concept existait avant des Planeswalkers, et en fait, ils ont fait appel à moi pour designer les 5, ce qu'ils appellent les Lorwyn 5 là. Donc c'est les 5 premiers Planeswalkers qui sont sortis sous le set qui s'appelait Lorwyn. Donc il y a Chandra, la belle Liliana, Garruk, Jace et puis Adjani. Il y en avait même un autre que j'avais designé à l'époque, la Tezzeret. Et donc j'ai de la chance parce que 15 ans après, c'est encore des personnages majeurs. Donc j'en ai créé d'autres aussi, ou j'en ai designé d'autres là qui sont morts depuis. J'ai aussi la chance parce que je pense que maintenant, en fait, ils demanderaient pas au même artiste de créer les 5 personnages. Ils m'ont expliqué aussi à l'époque. Après toi, c'était pour avoir j'imagine qu'ils ont demandé à la même personne pour avoir une forme d'harmonie graphique en fait. Ouais, mais maintenant, je pense que je suis pas sûr qu'ils le feraient de la même façon. Donc je m'estime extrêmement chanceux, tu vois, comme tu dis là, c'était ce développement en fait, une sorte de cohérence graphique. Et je crois qu'ils m'avaient choisi aussi parce que j'avais un profil un petit peu pas atypique, mais comme je bossais dans le jeu vidéo et les comics, j'avais fait des couves de super-héros, tout ça. Ils cherchaient forcément des personnages, ils cherchaient à développer une dimension iconique pour ces personnages-là. Donc pas tout à fait super-héroïque, c'est magique, mais il y a quand même un rapport avec les super-pouvoirs. Il y a cette dimension, on va dire, médiévale fantasy. Et du coup, ouais, enfin voilà, j'ai juste la chance qui m'ait choisi. J'en suis fort heureux puisque ces personnages-là sont encore. Ouais, puis Chandra a eu un comics dédié. Il y a eu plusieurs comics Magic. J'ai même fait des pages. Moi, oui, il y en a plusieurs, mais même il y en a qui sont édités en ce moment chez Black River en VF où ça suit des Planeswalkers, l'intrigue suit des Planeswalkers, donc il y a aussi tes créations dedans quoi, qui sont reprises. Alors. Et comme j'ai participé à pas mal de GP, là, de tournois pour aller signer un petit peu partout dans le monde, si c'est un truc à côté là. Ça m'a fait découvrir le monde, voyager. Tu signes les cartes alors que t'as sur la carte d'illustration, c'est cool. Et donc ils continuent, hein, c'est dans tout ce qui est les événements internationaux, les tournois, ils invitent souvent des artistes là pour créer une animation. En même temps, s'ils en ont 16 000, des illustrateurs. Ouais. Alors il y en a peut-être moins, tout le monde voyage pas comme ça. Après il y a le côté aussi, il faut que que la personne ait fait suffisamment de cartes pour intéresser les gens. Puis on va dire qu'il y en a peut-être qui sont aussi plus là depuis le début, puisque ça quand même, ça date maintenant. Enfin, ouais, ça a évolué clairement. Et puis moi, tu vois, j'en fais beaucoup moins. Là, j'en ai fait si, en France, c'est peut-être un des rares que j'ai fait, mais c'était post-Covid, ça fait 2 ou 3 ans là que j'avais pas voyagé. Donc il y avait Relic Fest à Toulouse et qui était super agréable avec plein de gens qui viennent, qui demandent pour se faire signer les cartes et tout. Et c'est rigolo, tu sais, c'est comme un Comic-Con ou différents trucs. Moi, ça me fait parfois stresser. J'ai appris en fait, mais la relation avec les gens, tout ça. Mais il y a un truc rigolo, c'est que par exemple, quand t'es musicien, tu sais, tu vas faire une performance devant le public et l'émotion, tu vas pouvoir l'apercevoir en fait d'entrée de jeu. Si les gens braillent, si tu sens la chair de poule, il y a un truc qui se communique en fait de façon animale et sur le moment, sur l'instant. Nous, en fait, quand tu dessines, t'es tout seul à la maison, t'envoies tes fichiers et t'es pas là quand la personne, elle va lire ton bouquin, découvrir ton histoire, découvrir une image ou jouer avec. Il y a une forme d'appropriation en fait qui se fait décaler et du coup on n'est pas là du tout. Et un des feedbacks en fait que tu peux avoir, c'est pendant ces représentations ou rencontres publiques où là tu peux percevoir des choses. J'ai le souvenir par exemple une fois d'un mec sur un tournoi Magic là qui commence à me parler de Lily
Et je dis, mais qu'est-ce qu'il dit là? Il me parle de quoi? Et en fait, c'était un diminutif pour Liliana. Et je me dis, oh bordel, putain, c'était pas le seul, tu vois. À partir du moment où le personnage fictif, il est utilisé avec un diminutif, il y a une sorte d'appropriation, en fait, comment dire, extrêmement forte. Et du coup, j'étais là, ah, putain, le mec, il kiffe. Et puis, idem, tu vois, je me souviens c'était une meuf habillée en cosplay Chandra, qui était venue pour prendre un poster Chandra, qui avait une figurine Chandra sous le bras. Et c'est super drôle parce que tu sais, Chandra, il y a ce personnage, comment dire, donc c'est une pyrokinésiste qui est capable de créer des flammes. Du coup, je sais que quand je l'avais créé, en fait, ce truc-là, le concept de pyrokinésie, il y a un rapport très très fort avec les émotions. Tu sais, enfin, symboliquement, il y a le côté. Tu t'enflammes, ouais. Ouais, tu t'enflammes, tu vas vite. Il y a un côté peut-être mauvaise gestion en fait des émotions, et puis tout d'un coup, ça crame, ça commence à exploser. Et puis un côté libérateur aussi, extrêmement puissant. Et je me souviens de cette fille en fait qui faisait la queue. Et donc il y avait beaucoup de personnes, j'étais un peu lent à signer, enfin je prends mon temps, mais il y a plein de gens et tout, et à un moment elle se barre, elle était juste devant moi, elle se casse en fait, et je me dis merde, putain, ça me plaît pas trop, parce que je me dis mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est moi en fait, ça, pareil, représentation publique, tu gères pas tout, ça a déjà dû m'arriver, je fais une merde, tu fais un truc, tu contrôles pas, ou tu sais pas trop, et en fait je suis sorti en fait de mon stand, et j'ai été je l'ai pas poursuivi. Putain, j'aurais pu me prendre un MeToo au cul, là. Non, mais je l'ai poursuivi pour lui demander qu'est-ce qu'il y avait, m'excuser si j'avais fait un truc et tout. Et en fait, elle me dit non, qu'elle avait eu une crise d'angoisse et qui était montée tout d'un coup. Elle. Ouais. Et du coup, je sais plus ce qui s'était passé. Je pense que je lui avais signé un truc ou le machin qu'elle voulait. Mais j'avais trouvé ça étonnant, tu vois, ce rapport avec l'identification. Elle a le cosplay de Chandra. Il y a quelque chose de fort dans ce personnage-là. Il y a les émotions, en fait, qu'elle maîtrise pas. Enfin, c'est pas qu'elle maîtrise pas forcément, mais ouais, voilà, créer des flammes tout enflammées, puis sortir. Et cette jeune fille-là en question qui était pas émotive, mais qui avait eu cette espèce de petite crise d'angoisse. Donc ça, c'est un côté assez cool. Et du coup, on parlait de Magic. Ouais, on peut switcher un peu sur les comics aussi, parce que tu l'as mentionné, que ça m'intéresse aussi, parce qu'on est quand même... Les comics Magic ? Non, les comics, tes illustrations de couverture, tes illustrations de BD, en fait, parce que t'as fait du Spawn aussi. Ouais. J'avais juste un autre truc aussi que j'aime beaucoup avec Magic, là, qui peut peut-être intéresser les gens, c'est que je kiffe, en fait, j'ai été amené plusieurs fois à aller chez eux dans leur bureau. Aux États-Unis, pendant des sets de ce qu'ils appellent les concept push, c'était pour développer des univers avec d'autres artistes. Donc, ils nous mettent dans une grande pièce. Ça allait au tout début, je crois qu'on était 4 artistes. Le dernier que j'ai fait, on devait être 7. Ils nous balancent des cacahuètes toute la journée. Ils nous balancent un listing de tout le set qui va être développé l'année d'après. Et en gros, l'histoire, c'est qu'on fait pas des cartes d'illustration finies. C'est on fait du concept comme en jeu vidéo. Moi, parfois, je tombe 2 à 3 concepts par jour en mode super hardcore. Il y a des fois, je me suis fait des petits défis là-bas. Et l'idée, c'est qu'on a un grand mur sur lequel tout le monde va afficher, en fait, ses concepts. Et pendant ces 3 semaines-là, l'idée, c'est de poser toutes les fondations de l'univers qui va être fait l'année d'après. Tous ces travaux-là, ils vont être condensés. Il y en aura d'autres qui vont être faits. Ils vont être condensés dans une grosse style guide, une espèce de bible graphique qui ensuite va être transmise à tous les illustrateurs quand tu fais une carte. Et voilà, tu me demandais ce qu'il y avait en termes de contenu sur le brief d'une carte. En fait, souvent, il y a aussi regarder le style guide de l'univers et pour cette carte-là, vous inspirer des environnements, des décors entre la page 173 et 175, par exemple. Tu vois, ce genre de choses. Du coup, c'est assez excitant. Je kiffe parce que, comment dire, ouais, je pense que tu vois, j'étais un petit peu stressé au début. J'avais pas le très bon niveau d'anglais d'y aller, passer 3 semaines là-bas, là, dans leur bureau, rencontrer les gens, mais c'était assez excitant, développer l'univers. Enfin, j'ai des très bons souvenirs en fait de tous ces événements. Et puis le fait, encore une fois, c'est pas la même chose que faire une carte finie, mais le fait de l'impression de bosser en équipe. Il y a aussi un truc que j'ai toujours trouvé assez singulier, c'est le fait de se retrouver avec d'autres artistes qu'on connaît pas avant, d'établir un lien en moins de 3 semaines, collectif et collaboratif, ce qui est pas toujours le cas. Parfois, tu sens des réticences, tu sens que t'as pas le même feeling avec d'autres personnes, mais souvent, eux, je pense qu'ils choisissaient aussi des gens qui étaient à même de faire ça. C'est-à-dire, encore une fois, pareil, ils vont pas prendre un bon illustrateur, parce qu'il y a parfois des bons illustrateurs qui sont mauvais concept artistes. Ils vont être capables de policher les images, soit de les faire avec un brio génial, mais c'est pas les rois pour avoir la bonne idée, ou la bonne structure, ou le bon costume. Même ça va être un peu has-been ou mauvais goût. Je me souviens, ils en avaient parlé. Effectivement, il y a des exemples concrets de, on va dire, déception. Enfin, c'est un autre savoir-faire, quoi. Et du coup, ouais, j'ai toujours été assez surpris, ouais, du truc. Enfin, moi, j'aime bien quand tu commences, tu sais, ça fait quelques jours que tu connais la personne et t'arrives à établir un dialogue avec, et tu vas balancer des idées, tu rebondis. Tu sais que tu vas pas vexer la personne, mais tu rebondis sur les idées qu'elle a balancées. Idem, toi, elle va s'approprier des trucs que t'as balancés pour les pousser un petit peu plus loin. Et ça, moi, je sais que j'aime bien. C'est particulier, mais c'est un truc assez excitant. Travail collaboratif qui monte comme ça, qui grossit. Assez cool, quoi. Dire que vous êtes pas mis en compétition, en fait. Vous êtes vraiment invité à collaborer entre vous. Ben, c'est l'idée, même si... C'est pas mettez toutes vos idées puis on choisit la meilleure, c'est mettez vos idées puis nourrissez-vous des idées des autres pour en amener encore d'autres.
Bah, je trouve qu'il y a un petit peu de ça, quoi. Alors par contre, on doit tous être un petit peu compétitifs parce que bah il faut quand même montrer que tu fais des choses bien pour que les gens se retiennent, tout ça. Je pense qu'on a, en plus, il y a l'ego d'artiste, on est tous pareils. Tu veux créer des choses, t'as envie d'être aimé, t'as envie d'être vu, tout ça. Et oh merde, tu viens de me faire penser à un truc. Le côté compétitif. Oh si, j'y suis allé une fois et je crois que la première semaine, j'arrivais pas, ils ont pas arrivé à me brancher une machine. Et tu sais, c'est comme c'est une grosse structure, Wizard of the Coast, c'est un gros bureau. Il faut demander à la partie IT là. Et du coup, pendant 3 jours, j'avais pas de machine et je me dis merde, putain, je viens d'Europe, ils ont payé l'avion, tout ça, ils m'amènent et tout. Et en fait, je peux rien foutre. Et je me sentais mal. C'était, tu vois, la faute, elle était pas chez moi. Donc, j'avais commencé à prendre un carnet de crowbar puis à dessiner, mais j'ai pas la même rapidité d'exécution, la même qualité, tu vois, en crayonné qu'en couleur. Et je me souviens d'avoir super stressé. Je m'étais dit, merde, putain, c'est comme si j'étais payé à rien foutre, là, et d'être, sentir le stress qui monte alors que j'y étais absolument pour rien, mais, enfin bref, hormis tout ça, ouais, c'est quand même des super souvenirs, C'était compliqué pour toi, la transition numérique quand t'es passé justement du manuel au numérique ou pas? Pas trop. Ça s'est fait graduellement. C'est-à-dire, en fait, j'ai commencé, tu vois, la même chose que je faisais dans le jeu vidéo, c'est-à-dire crayonner, pousser la structure, que ce soit d'un personnage ou un décor, et ensuite je faisais la mise en couleur au feutre. Du coup, par-dessus, entre guillemets. Et les feutres, parce que c'est moins chiant à manipuler que de l'aquarelle et encore moins chiant que de l'acrylique ou de l'huile, où là, tu dois préparer un setup monstrueux et professionnellement, c'est trop galère, quoi. Du coup, mes premiers visuels numériques, c'était souvent décrayonner des structures poussées et je faisais la mise en couleur derrière avec des couches par-dessus. Et petit à petit, j'ai découvert ce kiff, en fait, du tout numérique. Au tout début, c'était, ouais, il y avait des trucs super excitants avec ce côté extrême rapidité, puis il y a le côté de pas de travailler à la ligne, mais comme une sculpter la lumière, j'allais dire, ça fait sculpter la lumière et la couleur. C'est-à-dire, en fait, tu dégraisses, tu poses des masses et tu montes ton image. La structure, tu peux la dessiner à part, mais c'est une autre façon d'appréhender les choses et il y a quelque chose de super cool. Tu vois, si le parallèle, en fait, je le ferais simple, imagine un peintre sur le motif, il est devant son chevalet, il a toute sa palette à côté, et en fait, il va te poser les grosses masses, et puis en posant les couleurs claires et les couleurs foncées, bim, tout d'un coup, il fait apparaître, en fait, je sais pas, un décor. Et bah ouais, c'est exactement les mêmes principes, en fait, en numérique. Et il y a ce petit côté excitant, en fait, en allant, tu peux aller très vite, et tu peux commencer à créer une image qui devient parlante en, ouais, je sais pas, en quelques minutes, un petit peu plus pour qu'il y ait de la qualité, mais ouais, c'était une sacrée, pas seulement découverte, mais libération. Et à présent, tu fais vraiment que du full numérique ou ça te prend encore de travailler en tradi alors, enfin? Alors, pour ce qui est professionnel, par exemple Marvel, c'est quasiment tout, c'est tout du numérique. Hormis, moi j'ai une façon de bosser, je commence souvent avec des petits crayonnés, ce que j'appelle une mind map, dans mes carnets de croquis. C'est une façon de poser mes idées, de développer mes idées pour éviter le syndrome de la page blanche et être super efficace. C'est un truc que je faisais de façon un petit peu plus, comment dire, pas bordélique, mais j'ai toujours fait un petit peu ça, mais depuis quelques années, je le fais de façon beaucoup plus structurée. C'est-à-dire, en fait, j'ouvre mon petit carnet, je commence à dessiner, je prends un petit peu de temps pour marquer le nom du projet au centre. Mon idée, c'est que j'ai envie de créer une page qui soit plaisante dans mon carnet, qui me donne envie d'y retourner. Par contre, en fait, comme je suis pas payé par le client pour faire ce truc, il faut pas que j'y passe non plus toute la journée ou des heures. C'est un équilibre à trouver. Et ensuite, à ce moment-là, en fait, je vais aller regarder sur le net, je vais lire des choses sur ma commande, le personnage que j'ai à illustrer, je vais faire des recherches, admettons, parlons, pour Marvel, tu vois, je vais aller creuser le wiki Marvel, mais également le concept même du personnage. Tu vois, je prenais un exemple d'un des premiers persos que j'avais designé là sur Thor Ragnarok, qui s'appelle Surtur, une espèce de gros démon de feu et tout. Et donc voilà, bah, par exemple, tu vois, mon truc, un exemple concret, c'est qu'en fait, je sais que c'est un démon de feu. Ils veulent éviter, mon pitch, c'est aussi d'éviter le syndrome du gros mec, du gros démon bodybuildé, tout rouge. Ils veulent quelque chose d'un peu différent. Et du coup, en fait, tu vois, je vais lister, en fait, c'est une créature de feu. Ensuite, je vais faire des recherches pour regarder un petit peu le feu, quelles sont toutes les incarnations différentes que je pourrais utiliser. Et donc, ça va d'un brasero, de flamèche, de cendre, de lave en fusion, d'éruption solaire, de plasma, j'ai parlé de lave, mais ça peut être de la lave aussi séchée. Donc, ça me donne l'idée, en fait, d'avoir un personnage. Tu vois, la première apparition, ça va être un espèce de truc en lave, de la croûte. Et tout d'un coup, quand il commence à s'animer, il commence à bouger. Et en fait, c'est à tous les interstices, toutes les séparations entre les membres. Et ben, la croûte commence à disparaître et on voit apparaître, en fait, dessous le magma rougeoyant.
Et du coup, graduellement, on voit la créature qui apparaît en flamme. Et tu vois, c'est tout ce genre de trucs en fait que je vais noter. En même temps, je fais des recherches visuelles, je récupère plein de photos. On se foutait de ma gueule à un moment, mais c'est une phrase que j'aime bien. Là, rien de secret ex nihilo dans n'importe quel type de création. Donc, nécessité d'aller rechercher ce qui a été fait avant, pas seulement chez les artistes, mais d'aller creuser. Donc, tu vois. Ou même ceux qui existent, en fait, si tu veux prendre des photos d'éruptions, justement, d'éruptions solaires, d'éruptions volcaniques, de flammes, c'est quelque chose. Carrément. Juste, ouais. Puis, un truc intéressant aussi, c'est que tu apprends beaucoup de choses là-dessus. Chaque sujet, il y a des choses différentes à intégrer. Donc, c'est toujours, c'est une partie du job que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est compliqué de matérialiser un peu les structures, en fait, les structures différentes, que ce soit justement des structures de lave ou d'éléments, on va dire, vis-à-vis par exemple de structures plus métalliques ou de textures de vêtements quand tu dois designer des personnages habillés. T'as l'expérience qui le fait, mais tu viens de le dire juste avant, c'est exactement ça. C'est regarde en fait à quoi ça ressemble. Donc regardez des photographies, un panel de photographies, regardez comment les matériaux, en fonction de la lumière, comment ils réagissent. Et puis après, à toi d'émuler en fait ce truc-là. Donc parfois de choisir les bonnes références, ça va être vraiment ton inspiration. Quelque part, tu vas pouvoir te caler sur la palette colorée de ta référence photographique entre guillemets. Mais ouais, l'idée c'est d'émuler. Tu vois, je pense à un truc chiant ou difficile, ça peut être tu vois du chrome par exemple sur le Silver Surfer, si tu veux bien le faire. Ouais. Putain, c'est chiant. Je veux dire en 3D, c'est cool. Voilà, t'as tous les reflets qui se font automatiquement. Mais sinon, t'as cette espèce de notion, t'as la notion de volume, de comment la lumière, elle réfléchit sur ce matériau chrome. Et ça, avec un petit peu de bouteille, voilà, mais faut l'avoir fait plusieurs fois pour savoir un petit peu comment ça réagit. Mais oui, ça peut être super utile d'ouvrir de regarder un petit peu vraiment à quoi ça ressemble, quoi. Rien qu'une boule chrome, comment la lumière opère dessus. Ou t'as un autre truc, par exemple, tu vois, moi, je crois que j'ai rarement dessiné des vaches. Et c'est con, si j'ai des vaches à dessiner, va falloir que j'en mate pas mal. Pourtant, j'en ai vu, tu vois, mes grands-parents étaient agriculteurs, tout ça. J'ai traîné, j'en ai déjà vu en vrai, je sais à quoi ça ressemble. J'ai peut-être une image mentale. Par contre, j'ai pas fait le travail de Kim Jong-gi, le célèbre dessinateur, là, qui est décédé il y a pas longtemps, la putain de génie, là, qui devait faire un travail mental de mémorisation énorme. Ouais. Ça, je me suis posé souvent de questions comme ça. Parce que j'ai fait des petits exercices, je pense que tout le monde est capable de le faire. Là, ça sera encore je vais partir ensuite, c'est un autre débat. Le fait de se forcer à mémoriser des choses en tant que dessinateur pour les faire rentrer dans sa propre bibliothèque de forme et ça marche en fait, mais c'est un gros exercice. En fait, je l'avais croisé, j'avais vu qu'il faisait une exposition avant son malheureux décès là. Et en fait, je me dis putain, le mec est trop balèze, il peut dessiner des sangliers, des petits marcassins, des girafes, des mobylettes, il y a tous les éléments de déco et tout. Et du coup, je me suis dit putain, je sais pas dessiner de girafe. Et je me suis fait un exercice que je faisais avant, en fait, par la répétition, mais là, une répétition aussi qui t'oblige à mémoriser. Je me suis entraîné à dessiner des girafes. Donc, j'ai sélectionné, en fait, pas mal de références photos de girafes. Et en fait, j'ai un espèce de carnet, c'est mon carnet de muscule à dessin, on va dire, où, en fait, tu vois, mon objectif, c'est vraiment, je prends un premier motif. J'ai déjà fait ça aussi avec des dessins de dessinateurs que j'aime beaucoup, de personnages, d'anatomie, ce genre de trucs. Et en fait, ça va être une répétition systématique. Je dessine ma première girafe en recopiant un petit peu ce que je vois, donc de façon synthétique. L'idée, c'est je prends du papier de merde pour casser le côté précieux du carnet de croquis. Là, c'est vraiment, je vais enchaîner les dessins, même je change de feutre, un gros feutre, petit feutre, tout ça. Et donc, je recopie ma petite girafe. Ensuite, je vais tourner la page pour pas voir la référence et je regarde plus la référence de base. J'essaie de le redessiner de tête. Je le fais 5 à 6 fois et donc ça se dégrade de plus en plus. Parfois, je reviens à la source originale. Ensuite, je rajoute un nouveau motif, c'est-à-dire je regarde une autre photo, je refais le même exercice. Et le lendemain, ce que je fais, c'est que de tête, je recommence l'exercice, mais je regarde pas la référence de la veille. J'essaie de la redessiner de tête pour voir ce que j'ai mémorisé. Ensuite, il y a un autre truc aussi que je fais, c'est que je commence jamais le dessin, donc la girafe, au même endroit. Pour éviter les systématismes, je vais commencer à un moment à dessiner par le pied gauche, et à un autre moment, ça va être, je vais commencer par la tête. Donc j'essaie de briser ce truc-là. Ensuite, il y a un truc, si je veux rajouter de la difficulté, c'est pas terrible ce que je fais. Là, je t'en parle là, les gens peuvent fantasmer peut-être dessus et tout, mais c'est vraiment le travail de fond, quoi. C'est-à-dire, est-ce que dans ton artbook, là, va y avoir une section les girafes d'Alexis Briclot ou pas? Il y en a certaines qui pourraient être rigolotes quand même, parce qu'à force, elles sont pas dégueu. Mais ouais, je suis pas sûr. Peut-être ça pourrait être marrant dans un petit coin. Ou ça, je l'ai pas partagé. J'ai préparé plein de news pendant la campagne, là, des petites actus sur des trucs que j'ai fait. Mais ouais, ça pourrait être J'en parle souvent avec des gens qui cherchent des conseils, des illustrateurs qui viennent me voir, tout ça. Ce truc, parce que je suis persuadé. Moi, chaque fois que je l'ai fait, ça m'a apporté au niveau dessin. Je voyais que j'avais des facilités ensuite, une sorte de pas liberté de trait, mais ouais, si, c'est comme tout, comme n'importe quelle discipline. Quand tu pratiques, et puis avec ce côté pas pratiquer bêtement, c'est-à-dire tu vois, comme je te dis, à chaque fois
un des exercices aussi, tu vois, la girafe, ben, à un moment, je vais essayer, à la base, je la dessinais de gauche à droite, enfin, elle est orientée de gauche à droite, et le lendemain, je vais essayer de faire de tête, de la dessiner à l'envers, de droite à gauche, donc d'inverser mentalement tout le dessin. Donc ça veut dire qu'il faut que je comprenne vraiment, tu vois, l'anatomie, les points de gravité, enfin, tout le truc. Et ouais, je pense que ça, du coup, c'est un super exercice, parce que ça t'oblige à, comment dire, à vraiment, pas recopier bêtement, mais à intégrer les choses dans le fond, et ça paye sur la longueur, quoi. Ouais, moi, j'ai une proposition communication incroyable, c'est que quand le podcast il sort en ligne, bah, tu feras une note avec un truc sur les girafes, comme ça se répond, et tu peux intégrer le podcast en disant, regardez, on a parlé des girafes dans le podcast, et ben voilà, quoi, avec ça l'explication. ressemble. Ouais. Parce je vais y que penser, c'est pas carrément. trop malin, ça, comme truc. Ça serait pas mal, voilà, serait pas mal. Voilà. Il faut que je trouve des pages de Microbar, des pages de Crowbar avec les gens qui soient pas trop dégueux. C'est toi l'artiste, maintenant tu devras gérer, mais tu t'y es engagé. Maintenant, les gens ont entendu, ils veulent voir les girafes pas aussi sur le truc. Donc, je reviens un peu sur le fil quand même. Je voulais que tu me fasses un petit point aussi, juste sur les comics, un peu, parce que ça fait partie aussi de ton panel de compétences. Donc, la BD en tant que cover artiste, mais aussi en tant qu'illustrateur de bande dessinée. Est-ce que tu peux un peu nous dire qu'est-ce que tu as fait dans ce domaine-là? Alors, j'ai fait de la BD franco-belge, quelques albums ou des collaborations à des albums collectifs, différents trucs, les petites éditions, Légendes de la table ronde chez Soleil à l'époque. Et en fait, le truc, c'est que je travaillais dans le jeu vidéo, je faisais beaucoup d'illustrations, et la BD, c'est vraiment, j'adore en fait ce média. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, et c'est un truc qui me tient grave à cœur. Comme je disais, j'ai un gros projet de BD là, c'est une sorte de marathon de fond à côté là qui me prend énormément de temps, mais et du coup, plutôt que de m'engager sur une trilogie ou des albums à l'époque, bah, je kiffais de pouvoir participer à des albums collectifs sur lesquels j'avais, tu vois, une quinzaine de pages à faire. Donc c'est très limité, je trouve, en termes de plaisir de lecture ou de finalité. Par contre, moi, en tant que faiseur, ça me permettait de faire mes armes sans m'engager sur un projet de zinzin. Et déjà, juste torcher 10 pages ou 15, c'est déjà du boulot, quoi. J'ai même, pareil, tu vois, histoire d'éclectisme, c'est que j'ai fait... souvent, j'ai essayé des styles différents. C'est un petit peu la même problématique, tu vois. Je me dis, putain, si je dois signer un album énorme, tu sais, avec, je sais pas, 200 pages ou 100 pages ou une trilogie, je sais pas quoi, putain, quel style j'utilise pour pas me faire chier? Quel style me correspond et me convient à la fois pour raconter le projet et puis me permet aussi de m'éclater. Et du coup, je pense qu'à chaque fois, j'essayais un petit peu des styles différents. Donc, il y a ça. Il y a aussi les 2 Spawn, les 2 graphic novels là, que j'ai fait. Donc, le premier qui a été initié chez Semic à l'époque, et c'était une collaboration avec Todd McFarlane Productions, qui a été diffusée, enfin, je l'avais fait avant, mais la première diffusion, c'était dans les mensuels français. Et bon, là, pareil, c'était, tu vois, c'était du noir et blanc, et je faisais je faisais à l'époque en traditionnel. Donc, j'ancrais à la main. Ensuite, je scannais, et puis je faisais la mise en couleur numérique. Alors que maintenant, tu ferais tout en numérique directement, quoi. Et bah, pas du tout. Ah non. Mon deuxième Spawn, je l'ai fait en fait tout numérique, et j'étais très content de l'avoir fait tout ça, mais je trouve qu'en termes de narration, c'est pas du tout un style. Tu vois, j'ai changé, j'ai évolué en termes de goût, en termes de vision, de culture, tout ça. Et en fait, tu vois, c'était une sorte de petit défi où j'essayais de faire, je sais pas comment dire. J'avais une approche très illustrative, et chaque vignette était extrêmement détaillée, chiadée, beaucoup de détails, beaucoup trop en fait, beaucoup surchargé même. Dans la bande dessinée, je pense qu'il y a un rapport avec l'écriture et l'art de la synthèse également. Comment tu communiques en fait de façon simple, ou même il y a un rapport le design de page, comment tu transmets, comment tu travailles sur la lisibilité, la transmission des informations. C'est-à-dire qu'à trop charger l'image, en fait, tu perds le lecteur de ce qui est essentiel dans le fait que tu dois raconter quelque chose et pas juste illustrer et faire de l'illustration. Ouais. Parfois, une bonne respiration avec juste un perso et puis un aplat derrière, ça peut être 10 fois plus fort même. Alors déjà, tu vas gagner du temps, mais ça peut être beaucoup plus puissant en termes de lecture et lisibilité, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc, tu vois, que j'ai appris. Et autant, je suis très, très satisfait, content d'avoir fait cet album-là. Autant plus jamais je referai un truc comme ça. C'était trop, j'allais dire, ça m'a pris trop de temps, mais non, là, mon album actuel, là, il va me prendre énormément de temps. Mais par contre, tu vois, l'album actuel, il y a une partie des pages que je fais en traditionnel. Il y a plusieurs fils narratifs, en fait, et tout ce qui se passe dans le présent, j'ai essayé de choisir des codes comics les plus proches de BD, d'un truc habituel, c'est-à-dire un ancrage noir et blanc, et je fais une mise en couleur numérique, en fait, derrière, plus sobre, mais je respecte des codes, j'allais dire des codes d'accès plus communs pour le spectateur, moins chargés forcément. Et c'est pas je pense pas c'est au détriment de la qualité. C'est même justement essayer de travailler cette espèce de
lecture. Tu vois, le truc le pire qui puisse arriver dans une BD, c'est qu'on sorte de la narration. C'est dommage, hein, mais moi c'est un peu ma vision, mais pour regarder les dessins ou parce qu'il y a un truc qui va pas ou même un truc beau, mais quand on n'est pas dans la fluidité, alors ça fait chier aussi, hein, tu mets des heures et des mois pour finir un album, et il y a l'histoire, en fait, l'idée c'est d'avoir un truc où tu vas pousser, tourner les pages assez rapidement, instinctivement, et ton album tu l'as torché la lecture en moins d'une demi-heure. Putain, ça c'est dur. Ouais, c'est le risque aussi, quoi. Mais après, les gens, mais après, ce que tu veux, c'est que les gens aient envie de le relire parce qu'ils ont kiffé, justement. Et qu'après, ils puissent, lors d'une seconde lecture, accorder plus d'attention à ton dessin ou à ton cadrage, à la façon dont tu as découpé tes planches. Parce que c'est quand même ça, en fait, je dirais, la différence principale. Enfin, j'imagine une des différences principales que tu as dans ton travail par rapport au concept art ou aux illustrations, c'est que là, vraiment, c'est pas juste, voilà, ce que je disais avant, dessiner, mais c'est vraiment avoir un rythme aussi, donner un rythme à une histoire et faire une séquence, en fait, que justement que tu dois obliger le lecteur à te suivre, en fait, case par case, et pas justement à rester fixé sur une seule image. Ouais. Et ça, c'est dur. Carrément, c'est passionnant, mais il y a tellement de paramètres aussi en BD, parce que t'es à la fois le chef décorateur, donc ça recoupe avec, tu vois, le travail de jeu vidéo, par exemple, c'est toi qui vas créer les décors, t'es le caractère designer, tes persos, il faut bien les préparer avant, les designer. Même si, tu vois, ma bande dessinée, là, il n'y a pas d'éléments fantastiques, c'est tiré d'une histoire vraie qui implique des orques, ça parle de deuil, donc c'est très terre à terre. Parfois, ça me fait marrer, en fait, je kiffe, mais j'ai 4 pages de dialogue entre un frère et une sœur dans le jardin en train de boire une bière. Du coup, il y a un dialogue très intense sur leurs racines, sur d'où ils viennent, mais je gère pas Batman, tu vois, en haut d'une corniche avec le Joker qui arrive et puis des missiles qui tombent. Tu sais, c'est très terre à terre. Et du coup, là, tout mon exercice de style, ça va être de rendre ça sexy, et de faire pivoter, là j'utilise un langage cinéma, mais la caméra, d'alterner les cadrages pour rendre le truc super plaisant. Et puis il y a tout un rapport avec le sens aussi, enfin, je sais pas, la gestion d'une page, le design graphique. Je viens aussi de là, moi, de mes études, c'était en partie design graphique dans le sens mise en page, travail de logotype, comment tu gères les masses, les vides. C'est un truc que tu retrouves en peinture, mais en BD, t'as exactement ça, comment t'alternes les vignettes, comment tu les superposes, comment tu les mets les unes sur les autres, et tu crées du rythme. C'est comme de moi je sais pas, de la ponctuation. Toi, je suis un gros fan du travail de Olivier Coipel, putain de génie, et sa façon d'appréhender, tu vois, le design de page, je trouve que ça fait vraiment penser à de la ponctuation. Tu vois, une petite vignette carrée qui va finir en fait la lecture, enfin la façon dont il imbrique et il design la forme des vignettes, il y a vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. Je trouve ça génial. Puis après, il y a effectivement les dialogues aussi, comment ils interviennent là-dessus. La couleur, putain, tu vois, je pensais que j'étais rodé. Je sais que j'en chie un petit peu sur la couleur des pages BD, parce que c'est pas seulement une vignette que tu mets en couleur, mais c'est une page complète et puis un segment, c'est-à-dire ces 2 pages qui correspondent la même ambiance lumineuse, comment ça s'intègre à tout l'ensemble et tout. Tellement de problématiques, que c'est une sacrée discipline. Ouais, c'est notre aventure. De toute façon, je pense que vu que tu es en train de la préparer, ce sera l'occasion de te réinviter quand ce sera plus prêt. Ouais, j'espère avant 10 ans. Oui, t'inquiète pas, enfin, je serai encore là dans 10 ans, normalement. Mais maintenant, on peut passer aussi un peu du côté de Marvel Studios, quand même, aussi, parce qu'on en a pas trop c'est pour parlé. Ça que tu m'invitais, en fait. Non, mais ça, c'était l'accroche, mais justement, enfin, quand j'ai retravaillé mes recherches et que j'ai vu tout ce que tu avais fait, je me dis, je peux pas juste t'inviter pour parler de Marvel Studios, c'est pas, enfin, il y a trop d'autres trucs à aborder, donc, et puis aussi parce que l'artbook dont on va parler ensuite ne s'intéresse pas qu'à Marvel Studios non plus, c'est une monographie, donc c'est vraiment, voilà, ça retrace un peu justement tout ce dont on vient parler. Enfin, il y a plein de choses dont on vient de parler qui se retrouveront dans ce bouquin. Donc avant de revenir là-dessus, juste ça, on en parlera à la fin parce que je suis pas sûr qu'on en avait parlé avant. Donc oui, c'est là je fais ma promo Shameless. Effectivement, je sors une nouvelle monographie de mon travail aux éditions Guin & Monin, et en ce moment c'est une campagne participative sur Kickstarter, donc un gros pavé avec tout mon best-of. 272 pages minimum. Ouais, c'est plus que moi. Bref, on en reparlera tout à l'heure, c'était juste parce que je n'étais pas sûr qu'on en ait parlé depuis le début. C'est sûr, j'ai dit dès le départ que c'était le prétexte, pour être dans l'actualité. C'est-à-dire qu'à la fois ton discours, il est intemporel, enfin ton parcours, ça reste intemporel, qu'il y a plein de choses que tu dises qui sont pas sujettes à une actualité, mais qu'on publie quand même pour accompagner ton projet, parce que voilà, on aime soutenir aussi justement les personnes qui travaillent dans ces domaines artistiques. Tu peux nous expliquer un peu, juste comment t'as débarqué alors chez Marvel Studios, quand ça s'est fait? Alors, pour la petite blague, je me souviens d'être rentré chez moi un soir. En fait, j'étais allé boire des verres avec un super pote à moi, là, Jean-Luc Cano. Et je reçois un mail, en fait, de Marvel TV, à l'époque, tu vois, les séries Netflix. Et il me demande si je suis intéressé pour être directeur créatif de la partie visuelle sur les shows TV. Il m'envoie un plan du lot à Los Angeles, où je pourrais habiter, tout ça et tout. Puis voilà, le mail devait se terminer par est-ce que t'es intéressé?
Et puis je regarde le mail, tu vois, j'étais là, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc génial et tout, ça me fait trop triper et tout. Donc voilà, on a embrayé la discussion avec ça, enfin avec la productrice. Je me souviens un premier call que j'ai fait avec elle et j'avais préparé toute une liste de questions. Et donc moi, tu vois, on a parlé un petit peu de tout mon parcours avant. Il y avait les effets spéciaux. Enfin, j'ai jamais bossé dedans. En plus, voilà, donc fantasme. Mais j'ai travaillé dans le jeu vidéo. Je vais pas dire dans des bureaux, mais c'est pas la même dynamique. Il y en a une en fait qui est très forte, mais c'est pas la même dynamique que d'être sur un plateau. Et du coup, je lui demandais, tu vois. Est-ce que ça serait bossé avec, j'adore la narration aussi, ça m'intéresse de plus en plus, avec les showrunners? Elle me dit oui. Est-ce que ça serait bossé avec les constructeurs décors et tout? Oui. Est-ce que ça serait bossé avec les costumiers? Oui. Et j'étais là à chaque fois, je disais, oh putain. Ça va bien. Est-ce que ça, ouais, grave. Est-ce que ça serait parfois aller sur les plateaux? Elle me dit oui. Alors il y a des tournages à LA et puis il y a des tournages à New York et tout. Je me dis, oh putain, la vache. Mais bon, gros changement de vie. Ça veut dire avoir la green card. Moi, partir aux États-Unis, à Los Angeles. Donc j'y suis déjà allé pour le taf, tu vois, plusieurs fois comme ça, mais pour des périodes courtes, jamais pour un projet de vie en fait sur le long terme, quoi. Et donc c'était un sacré truc, et peut-être une des premières fois où j'ai envisagé vraiment un gros changement, enfin aussi massif que ça, quoi. D'ailleurs j'ai même du mal à recaler. Bah oui, ouais, je crois que j'étais déjà éloigné de Dontnod là pour le coup. Parce que sinon j'avais trop de projets ou trop d'autres trucs, mais on a continué les discussions, puis à un moment j'avais plus de nouvelles, et donc j'ai essayé de resserrer le lien de ça, et en fait finalement elle m'a dit, la productrice, c'est la productrice de Daredevil je crois, et Jessica Jones là, et elle me disait qu'en fait non, finalement ils savaient pas trop, et en fait même j'avais senti dans la première interview qu'ils avaient pas identifié leurs besoins, et du coup ils faisaient appel à l'équipe qui bossait sur les films, entre tu vois 2 films pour faire les designs dont ils avaient besoin. Et je m'étais dit, ouais, c'est clair, ils vont pas payer la green card, enfin faire tout le déplacement pour un mec qui vient de France, alors que ça se trouve, ils ont rien à faire ou ils savent pas exactement. Je lui avais demandé aussi, ça serait bosser en équipe, c'est-à-dire monter une équipe et la gérer. J'avais déjà fait, c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus, mais parce que je sais que ça peut être, ça peut bouffer du temps, le fait de gérer les autres, et il y a ce danger t'as envie de faire les choses, puis finalement tu te retrouves c'est une autre forme de création, mais tu te retrouves à manager plus qu'à produire toi-même. Ouais. Mais du coup, elle était incapable de me répondre, et du coup, en fait, j'ai compris que soit ils ont fait appel à quelqu'un là-bas, mais en fait, je crois qu'en fait, il n'y a pas eu de suite. Du coup, les séries ont périclité, pas tout de suite, mais quelques temps après. Ça a duré quelques années quand même. Donc, ouais, mais je sais plus à quel moment ils m'ont contacté, tu vois, parce que c'était déjà entamé, quoi. Et du coup, je me suis dit aussi, bah tiens, on va battre le fer tant qu'il est chaud. Je vais aller leur rendre visite à Los Angeles. Ça fait un peu la petite visite cool. Et en même temps, j'ai contacté Andy Park, concept artiste chez Marvel Studios, qui maintenant est lead de la partie VizDev. À l'époque, il l'était pas tout à fait. Il a un gros background aussi en jeux vidéo. Il a bossé à Santa Monica sur God of War, sur les comics Tomb Raider qui avait fait un carton. Il avait pas fini ses études, mais il bossait avec Rob Liefeld à l'époque là. Donc c'est marrant. Il raconte souvent en fait que il a fait une petite incartade à aparté en comics, en produisant des comics. Tomb Raider, c'est super bien vendu, tout ça. Il pensait revenir à ses études qu'il n'avait pas fini. Et en fait, il est jamais revenu puisque le parcours a fait qu'il a enchaîné tous les super projets. Donc, sacré CV, tout ça. Et je l'ai contacté et il m'a dit, je suis fan de ton boulot depuis des années. Enfin, je sais ce que tu fais en illustration. Est-ce que tu fais du concept? Et je lui dis, bah, tiens, ça tombe bien parce que les 8 dernières années, j'avais une boîte de jeux vidéo. J'ai grave travaillé dans le jeu vidéo avant. Et j'en ai des milliers, des concept art. Comme je disais, c'est une autre discipline. C'est pas seulement l'illustration de la BD et tout ça. Donc, je lui ai envoyé un gros dossier. Il m'a dit, super cool. Je suis parti à Los Angeles. On a pu visiter à l'époque, c'était avec mon ex de l'époque. Donc, les plateaux, j'étais un peu comme un gamin, là, Agent Carter et puis Agent of Shield. On est monté dans l'avion d'Agent of Shield. Là, je me souviens avoir fait les selfies. Puis une visite, le truc que j'adore, là. On est allé taper la partie déco, chef costumière là qui nous avait expliqué un petit peu tout, qui nous avait fait une visite guidée. En fait, c'est con, j'aurais payé, tu vois, pour avoir une visite comme ça. Et du coup, on a eu un bout d'après-midi avec la productrice qui nous balayait. Souvenir aussi d'être arrivé dans le siège là, tu sais, il y avait le réalisateur avec le script à côté, et en fait, il y avait 2 sièges de producteurs surélevés. Tu sais, c'est vraiment un peu le cliché. Il nous avait mis dedans, en fait, enfin mis dessus, on s'en avait pu s'asseoir là-dessus. Et je me souviens qu'à un moment, le réalisateur s'était retourné donc d'un des épisodes. Avait vanné, avait demandé c'est qui ceux-là là en fait, et il me connaissait pas forcément, et qu'est-ce que je foutais là. J'avoue que j'ai pensé aussi à un moment, c'est, tu sais, l'industrie du cinéma, elle est hyper, comment dit-on, très structurée aux États-Unis. Il y a vraiment des règles. Et du coup, à un moment, je regardais en fait sur le petit siège, là, le tournage avec un mec qui s'agitait, la machine à fumer derrière là, pour amener de la densité et tout. Je regardais la déco, comment elle était faite. Tu sais, avec ce truc parfois
étonnant. Là, c'était de la série télé. Il y a les beaux décors, mais quand t'es devant, des fois, t'as de la patine qui est un petit peu pas dégueulasse, mais ça passe très bien à l'écran. Du coup, il y a une sorte aussi, il faut connaître ton média. Maintenant, avec la HD, c'est un peu différent. Mais est-ce que ça, tu devrais pas le travailler un petit peu plus? Ou alors, ça passe très bien à l'écran. Puis, on s'en fout. Tu vas pas mettre de l'énergie sur un élément de décor qui est à l'arrière-plan. Mais bref, tu vois, je me posais plein de questions. Je me dis, ah merde, putain, je connais le jeu vidéo. Mais là, je suis sur mon fauteuil et tout. Et si je bossais là, putain, mais un peu de stress, tu vois. Qu'est-ce que je fais, en fait? Enfin, il y a plein de trucs que je maîtrise pas. Mais je pense que ça m'aurait grave excité malgré tout. Donc, ça s'est pas fait avec Marvel TV. Et j'ai rendu visite à Andy Park. Là, on avait entamé la discussion et en fait, là, c'était quasiment fait. Et donc, en rentrant de mon petit voyage, j'ai commencé à taffer sur Thor Ragnarok. Donc, ça s'est enchaîné tout seul. Comme je disais, j'avais une bonne connaissance de tous les personnages et de l'univers Marvel aussi. Donc, c'était un gros kiff. Travailler à la fois dans le cinéma, c'est un petit rêve d'enfant. Marvel, en plus, je connaissais bien. Ouais, mais quand ça se passe alors le travail avec eux, comment ça se passe on va dire la commande d'un concept art, comment ça marche? Alors moi j'ai un truc particulier aussi, c'est que forcément il y a le jet lag, le décalage horaire. Ils bossent la plupart des autres illustrateurs, donc ils ont toute une cellule à Los Angeles, à Burbank. Et en fait, je pense que comme il y avait beaucoup de gens, tu vois, les premiers du studio, il y avait Charlie Wang, Ryan Menarding et Andy Park. En fait, ils viennent tous de Santa Monica. Je sais pas exactement comment ça s'est passé. Je connais un petit peu quelques histoires sur Thor, le premier. Comment il s'appelait? Thor tout court. Ouais, Thor, ouais, juste Thor. Où ils ont commencé à développer cette cellule-là. Donc, tu vois, c'était après Iron Man. Mais en fait, c'était l'histoire d'avoir une cellule pérenne, comme en jeu vidéo. C'est-à-dire, en fait, les mêmes illustrateurs qui vont bosser d'un film à l'autre. Ouais, pour apparaître une sorte de continuité ou de cohérence graphique. Ouais, mais ça, tu l'as pas ailleurs. En jeu vidéo, tu l'as depuis longtemps. C'est-à-dire, un studio, il se crée, il y a des freelances, tout ça, mais il va y avoir des compétences en fait que tu pérennises avec une culture d'entreprise, avec des connaissances partagées, avec connaissance des différents projets, et les gens restent là, sont salariés. Par contre, l'industrie du film, c'est plus tu vas construire une armée pour un film ou une série de films, mais tout change d'un film à l'autre. Regarde ce qui se passe chez DC. Tu vois, je connais même pas les détails. Il y a Tatopoulos, le super français là, génial. Je l'avais rencontré pendant ce voyage là et tout. Oui, il y avait un autre truc aussi que j'avais kiffé. Tu vois, je te parlais d'effets spéciaux, mais c'est quand j'ai fait ce voyage à Los Angeles. J'ai rencontré plusieurs de mes idoles en effets spéciaux. Donc, j'ai croisé Patrick Tatopoulos, là, super gentil. J'étais fin fou. Rick Baker aussi, je sais pas si tu connais. C'est la légende des effets spéciaux qui a, je sais pas combien d'Oscars. Je saurais même pas dire Gorille dans la brume. Là, c'est un peu le spécialiste des singes, mais il a un CV monstrueux. Et donc, pareil, j'ai été lui parler, mais là, il y avait toutes mes années Mad Movies. C'est toutes mes années de lecture et tout. Et j'ai quelques photos. Il y a un pote qui avait pris des photos, mais on dirait que je suis, extatique. Et puis le mec est devant moi, mais j'arrive pas à intégrer. Tu sais, je suis complètement ailleurs, quoi. Et je suis passé aussi chez KNB. Donc c'est la boîte qui fait aussi les effets spéciaux de Walking Dead. Okay. Avec donc c'est quoi? C'est Howard Berger, pas Katzenberg. Oh, je me souviendrai plus, mais KNB donc. Et du coup, pareil, j'avais demandé des tuyaux et j'ai eu la visite. T'as vu Greg Nicotero ou pas? Il était pas là, mais c'était son autre collègue qui a été oscarisé aussi. Et ensuite, j'ai fait aussi la visite de Legacy Effects. Donc c'est le studio qui a pris la suite de Stan Winston. Donc c'est le plus gros studio d'effets spéciaux aux États-Unis. Et là j'étais comme un gamin. J'étais arrivé tard, je crois que Los Angeles est hyper grand. Et du coup j'ai pris une bagnole et je crois que je suis arrivé vers 16h, mais c'était la fin de journée pour eux. Et il y avait Shane Mahan qui est un donc il a bossé sur Predator, Alien, il a un CV aussi monstrueux, c'est un des cofondateurs de ce studio-là. Et à un moment, je lui avais amené un bouquin. Et en fait, ça le faisait chier de me recevoir. C'était la fin de journée. Et je me souviens, il est ressorti de son bureau, en fait. Et dans un de mes bouquins, en fait, il avait reconnu une image qu'ils avaient eu en référence sur un projet. Je crois que c'était Ultron, je me demande. Donc, je sais pas si c'est quand il avait bossé sur Avengers et tout. Et donc, il était sorti. Il me dit, c'est toi qui as fait cette image-là et tout. Et je dis, ouais. Allez, on peut faire un selfie. Et en fait, il y a un truc super rigolo. C'est que, si tu veux, c'est un hangar énorme. J'ai jamais vu un studio aussi gros, fantastique. J'ai pris un selfie avec lui, puis un des autres boss de la boîte. Et en fait, le truc est rigolo, c'est que tout l'arrière-plan est flou. Et on dirait que derrière nous, tu sais, il y a une étagère avec des espèces de figurines. Imaginons des Hot Toys qui sont posés. Sauf qu'en fait, c'est pas des Hot Toys, c'est qu'avec la perspective, si tu veux, il y a un endosquelette d'1m90. Il y a les machins d'Avatar. Il y avait à l'époque les costumes de Suicide Squad. Et putain, il y avait une pléthore de trucs. Mais moi, j'étais dans un état, mais là, je t'avoue, mais cinglé, hein. Enfin, et du coup, la photo, elle est géniale parce que ouais, tu dirais que c'est des toys, mais en fait, non, c'est vraiment 30 mètres plus loin, au fond du hangar. Et c'est le showroom trucs, avec que des trucs énormes, quoi. Donc, ouais, c'était putain de souvenirs. Je m'excuse si je pars un petit peu loin. Ouais, mais t'inquiète, je suis là pour te recadrer. Parce que je te demandais du coup comment ça se passe alors dans la façon de travailler avec Marvel Studios. Alors, par rapport à mes briefs. Yes. Dans le micro. Alors maintenant, il y a un truc, en fait, de temps en temps, là, c'était pas le cas au début, mais ça m'arrive d'avoir les scripts complets même. Donc c'est un petit plaisir.
pareil, les films Marvel, il y a un côté évolutif. En fait, ça continue à évoluer super tard dans la production. C'est la façon moderne de faire les films, même si c'est parfois critiquable. Il y a des choix qui devraient opérer plus tôt, je trouve. Ou non, enfin, c'est quand même... comment dire, il y a ce côté remise en question jusqu'au bas ce qu'ils peuvent se permettre et ils veulent optimiser entre guillemets la qualité. Ce que j'avais pas au début, justement les scripts, alors que c'est difficile, je trouve, de développer un personnage, de penser à son personnage si on n'a pas l'arc dramatique en fait de ce personnage-là dans le film, comment il apparaît. Parce que moi j'ai besoin, en fait, il y a la notion de storytelling et le look d'un personnage, il va raconter des choses aussi sur lui. Donc il y a le côté, il y a beaucoup de personnages qui sont issus des comics. Mais le gros du travail, ça va être aussi de leur donner une incarnation qui soit classe dans un film live aujourd'hui. Parfois, il y a des personnages qui sont hyper has-been, tu vois, avec des vieux costumes très datés. Ça marche très bien en comics, c'est rigolo, machin truc, mais tel quel, ce serait complètement naze, quoi. Du coup, il y a aussi comprendre le ton du film. Il y a un gros truc que je dirais, un point que je soulignerais, c'est aussi que je fais mes devoirs. C'est-à-dire, je regarde un petit peu le réal qui est sur le projet pour essayer de comprendre le ton. Marvel, il y a un truc particulier, donc... il y a aussi un truc qui me sidère moi également, c'est que putain, le petit gamin quand j'étais jeune et tout là, Marvel Studios c'est plus gros que Harry Potter, que les franchises Harry Potter et Star Wars réunis. Donc c'est énorme, c'est vraiment un truc monstrueux, une espèce de machine de guerre monstrueuse. Ils font appel à plein de réalisateurs différents et leur façon de concevoir l'enchaînement des films logique, je trouve que ça s'apparente à une espèce de série télé en fait monstrueuse de luxe. C'est pas des films indépendants, il y a toujours un fil rouge qui est quand même très très fort, ils sont tous reliés. Et du coup, il y a aussi un truc, c'est que le ton, par exemple, les chefs-op, je trouve qu'il y a une espèce de ton, comment dire, tu vois, ils vont pas faire des choix stylistiques aussi poussés bien sûr. que chez DC, par exemple. Tu vois, on peut penser à un, comment il s'appelle? Oh merde, Zack Snyder. Zack Snyder, tu sais, avec ce rendu métallique, chrome, j'allais dire très masculin, contrasté. Bleu, ouais. Tu vois, ça, ils vont éviter. Et du coup, ça crée une espèce d'homogénéité entre tous les épisodes, entre guillemets, de la grosse saga. Parfois, peut-être au détriment de la prise de risque. Mais je ne suis pas là pour juger et je ne vais pas critiquer la main qui me nourrit. Tu peux. Bon, je vais pas éviter parce que déjà je le ferai pas naturellement, mais non, là c'est plus un état des lieux. Après oui, non, mais après de toute façon il y a le constat sur le manque de prise de risque de Marvel Studios. Les gens qui nous écoutent l'ont déjà eu de notre part, quoi. Donc, ouais. Et un autre truc, tu vois, ça m'arrive souvent, c'est que je kiffe mon travail vraiment, je suis passionné en tout, j'alimente la machine, il y a quelque chose de fabuleux, mais je suis pas, ça m'est déjà arrivé aussi, je suis pas Marvel. C'est-à-dire en fait, putain, on dirait Fight Club là, tu sais, je ne suis pas mon métier, je ne suis pas machin truc, mais en fait je kiffe. Mais je suis pas toujours en osmose où j'adore travailler pour eux, j'adore faire le truc, mais je suis pas toujours comment dire, mes envies sont parfois autres ou même mes goûts. Et je ne chierai pas dessus, j'ai pas de mal à raconter, mais parfois je me retrouve pas toujours. Et c'est pas que Marvel, hein, c'est beaucoup d'autres clients en fait. Voilà, c'est quand je fonctionne à la commande, j'essaie de faire le mieux de ce que je peux faire et produire, mais parce que ça reste une commande, donc c'est pas. Ouais, exactement, ouais. Ça ne t'appartient pas, quoi. C'est pas le truc que toi. Alors, je m'investis parfois, des fois, comme un maboule, ce qui est des fois douloureux, mais sur Shang-Chi, là, j'étais en train de, alors que c'est pas mon taf et je connais le fait que, comment dire, que c'est hyper sectorisé. T'as bossé sur chaque film depuis Thor Ragnarok? Alors, pas chaque film. J'ai 16 films sur mon CV, là. 16. Ouais, je sais plus combien de Marvel, par contre. 16. Ouais. Sur IMDb. Et là, je peux te dire que j'y ai pensé il y a pas longtemps. Je crois que le petit Alexis, quand il était petit, tu sais, qui rêvait d'effets spéciaux, qui achetait SFX, Mad Movies et tout. Et putain, donc j'ai bossé sur 2 des plus gros blockbusters de tous les temps, Endgame et puis Avengers Infinity War. T'avais fait quoi là-dessus? J'ai bossé sur très peu de choses, pareil, que je peux montrer, mais j'ai bossé sur Thanos, sur le gant de Thanos, et surtout sur Endgame, j'ai bossé pendant 5 mois sur les... Alors là, dans le hardbook, par exemple, il y a des centaines de visuels à moi, sur les combinaisons de voyage dans le temps. Ouais, ok. C'était douloureux, c'était dur. Hein. Je bossais sur 12 personnages. Je bosse pas en 3D. Moi, chaque jour, c'était est-ce que tu peux pas changer la ceinture? Tu peux pas rajouter du rouge sur monter la semelle et tout. Donc, c'était kiffant. Et en plus, il y a le côté, pareil, ça fait partie du taf, mais tu vois, les costumes dans le film, alors que j'ai bossé 5 mois. Au début, pour faire simple, tu vois, là, par exemple, toute l'équipe a planché dessus. Donc, on est un bon nombre, peut-être une dizaine d'artistes. En gros, c'est l'histoire où on balance recherche divergente. Tout le monde balance plein de concepts. Il y a des discussions qui s'opèrent entre les réals, donc là c'était les frères Russo, mais sur chaque film c'est un peu le même principe. Kevin Feige et puis les autres réalisateurs, les Big Three, là, Olivier Alonso et puis Jean-Louis Leterrier. Desposito. Non, Louis Desposito. C'était pas loin, Louis Desposito. Et du coup, actuellement il y a tellement de projets qui sont moins présents, ils font moins partie des réunions, ils arrivent très très tard, alors qu'avant ils étaient partie prenante de quasiment toutes les réunions de développement.
Là, c'est plus plausible. Du coup, il y a des choix qui s'opèrent, on affine. Et par exemple, sur Endgame et sur cette combinaison de voyage dans le temps, on est resté, moi et un autre artiste super balèze que j'adore, la Wes Burt, super travail. Il y a Ryan Menarding qui chapeautait un petit peu le truc, qui a fait les retouches finales. Et en gros, on est resté 5 mois où lui alimentait la machine sur des détails. Moi, je reprenais les combinaisons récentes. Et donc, du coup, mais comme je te dis, je bossais sur 10 personnages différents ou 12, je sais plus trop. Et j'ai fait des centaines de variations. Alors, en partant de tout, au début, j'avais travaillé sur un symbole, tu vois, j'avais retourné, comme on parle de voyage dans le temps, le logo Avengers. Donc, c'est un A avec une flèche dans le sens de lecture. On va de gauche à droite. Retour dans le temps, j'avais inversé et j'avais inversé le logo et du coup, la flèche revenait sur la droite. Je sais que les frères Russo avaient kiffé. Menarding avait fait un essai en fait de concept. Et il m'a dit non, ça marche pas parce que si on fait un plan à la l'étoffe des héros, tu sais, où tous les personnages avancent face cam les uns à côté des autres, on dirait qu'ils ont un t-shirt avec une flèche qui indique leur copain à côté. Tu sais, du style my friend is stupid. Ouais, c'est I'm with stupid, ouais. Et du coup, j'avais pas pensé à ça, tu vois, ça marchait bien. Et même Menarding, plus même les frères Rousseau, tu vois, ils kiffaient. Mais c'est en essayant ce genre de choses, pardon, que tu te dis, ah merde, non, putain, ça marche pas. Ça fonctionne pas, quoi. J'avais commencé à développer les trucs de zinzin en me disant comment tu voyages dans le temps, faudrait l'énergie de 2 arc réacteurs, là, de Stark. Du coup, j'avais commencé à faire un logo en reprenant les visuels de pause, retour en arrière, et puis avance forward, là, qu'on trouve sur un lecteur DVD. Ouais. Du coup, j'avais mis ça sur le cœur de l'armure en pensant donc à 2 arc réacteurs qui formaient les petits triangles. Putain, il y a des fois, ouais. Ça, c'est un truc aussi que j'ai appris, tu vois, quand j'étais plus jeune, j'envoyais des fois des pavés énormes d'explications et je me suis retrouvé DA, tu vois, donc Node, et en fin de journée à 20h, je me rends compte que j'ai pas eu le temps de lire les messages d'autres personnes où il y a trop d'informations. Et il y a aussi un rapport avec le cinéma, par exemple, tu vois, si, c'est cool d'avoir des idées de fond, c'est bien de les faire macérer, de les échanger avec le lead superviseur, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, on va juger sur pièce et sur ce qu'on voit, en fait. Et du coup, une image vaut plus que 1000 mots. Et du coup, même si tu as une symbolique très très forte, l'idée, le truc le plus balèze, c'est d'arriver à alors c'est pas immédiat, mais de l'incarner pour que ça soit parlant en image, qu'il n'y ait pas besoin d'une thèse à côté annexe qui doivent t'expliquer tout le truc si tu saisis pas, en fait, avec l'image. Par contre, l'autre syndrome, c'est que, cette incarnation-là, où arriver à développer la bonne idée, ça vient pas tout de suite. Et moi, je sais que j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de nourrir la machine, d'échanger en mots, d'échanger, tu vois, d'écrire, d'essayer des trucs. Donc ça, c'est cool, le fait que je bosse donc avec Ryan et puis avec Andy Park. Donc Andy a plus de temps, il est peut-être un petit peu plus réactif à échanger avec moi. Ouais. Et je pense qu'avec le temps, maintenant, il me connaît. Du style, des fois, je lui demande, tiens, j'ai cette idée-là, est-ce que j'essaye? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'essayer? Ou alors, il comprend, il arrive projeté. Et ça, c'est cool, quoi. Et tu penses, quand tu fais ce genre de concept, quand tu fais les designs et tout ça, aussi aux gens qui vont devoir après les animer dans tout ce qui est partie VFX? Ou c'est pas un détail que tu prends en compte et tu te laisses complètement aller à tout imaginer? Alors, il y a plusieurs phases. Au début, tu lâches les chiens, là, tu vas franco parce que c'est le truc génial, tu balances tout. Tu vois, même ça m'arrive en fait maintenant la première semaine, si je bosse sur un perso, je me dis dans une semaine, il faut que je réalise 3 concepts poussés vendeurs pour la fin de semaine. À moins que ce soit des recherches divergentes ou là, ça sera plus la phase d'après où je vais faire plein de variations, changer la gueule du casque, tu vois, un détail. Mais au tout début, en fait, ça va être, je balance des pistes assez différentes pour nourrir la machine, comme les autres concept artistes. Et souvent, ce que j'essaye de faire, c'est faire il y a une version sur laquelle j'essaye de, comme on dit, pas de stabiliser, mais d'assurer mes arrières. Et je vais essayer d'être le plus proche du costume qui est apparu dans les comics et de prendre le moins de risques possible. Et sur les autres, en fait, je me dis, c'est au tout début, bah voilà, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Et là, j'y vais franco et je balance tout. Et parfois, je vais un petit peu loin. Là, c'est plus mes goûts perso. Parfois, vont faire résonance. Parfois, je sais que j'ai pas... C'est un constat, hein, je le sais maintenant, mais que j'ai des goûts pas atypiques. Mais comme je disais encore, mes goûts ont changé. Tu vois, j'ai beau avoir bossé... Enfin, je bosse pour Magic, j'ai fait plein de trucs fantasy, tout ça. Mais je me retrouve pas forcément dans ces trucs-là. Par exemple, ce que je consomme, c'est différent de ce que j'ai pu produire. Tu vois, en termes de goût, même de bizarrerie, du sens de l'étrange, de fait d'être sensibilité. Et du coup, ouais, il y a des fois, ouais, j'aurais envie de plus, en fait, ou de choses différentes, quoi. Mais encore une fois, c'est un job, c'est pas, je fais des images qui doivent plaire ou qui doivent incarner la vision d'autres personnes. Donc j'ai ma vision à moi que je développe, mais elle doit aussi rentrer en résonance et faire écho à celle des autres, aux réalisateurs, aux producteurs, tout ça. Donc c'est le fait de s'extraire de soi-même et de penser un petit peu plus large, quoi.
Et du coup, dans l'équilibre, satisfaction de bosser pour un truc énorme et frustration de pas forcément pouvoir, de devoir obéir aussi à des règles et à des deadlines, à des règles de commande, c'est comment tu gères l'équilibre là-dessus? Ben, c'est ce que je te disais au début, là, une sorte de bouclier ou de Ouais, quand c'est c'est clair. trop dur, là, tu vois, quand il y a des mois et des mois qui passent, de boulot qui passe à la trappe, ça fait quand même chier. Après, il y a mon petit nom au générique de fin. Il y a aussi le côté plaisant. On peut pas, il y a beaucoup de choses que je peux pas montrer. J'ai des centaines de visuels depuis le temps que j'ai pas pu Ouais, développer. t'as pas le droit. J'ai pas le droit. Quand les artbooks sortent, donc là, j'attends les prochains, je vais pouvoir montrer des choses un peu plus, beaucoup plus de choses de ce que j'ai fait, de ce que j'ai produit sur les derniers films. Puis il y a le côté, ouais, d'aller au cinéma, puis, je prends en photo, là, le générique de fin avec mon petit nom. Donc j'ai la chance, fait partie de l'équipe, de développement de Burbank, là. Donc on est au tout début, enfin pas au tout début, mais tu vois, on doit être dans le premier tiers avant les milliers de noms qui défilent. Donc là, je suis content. Donc si vous êtes sur Paris, dans une salle et tout, qu'il y a un mec qui se lève en braillant, yeah! Pendant le générique de fin, il y a des chances que ce soit moi, quand je vois mon petit nom. Non, je ferai pas ça et tout. Même mais, après 16 films, tu continues de le faire. non, pas de la même façon, mais si, c'est quand même kiffant, ouais. Il y a quand même Ouais, un petit j'imagine. truc, J'imagine, oui. quand bah, même. tu vois, là, C'est rêve sympa. d'enfant, c'est presque bizarre même, mais, Ouais. ouais, c'est plaisant. Ah oui, ça, putain, ça sera encore une autre histoire, mais j'ai aussi bossé sur un des plus gros flops au cinéma, donc deux des 5 plus gros blockbusters de tous les temps, mais aussi sans doute un des plus gros flops de tous les temps. Un film chinois qui a coûté 115 millions de dollars et qui est resté seulement 3 jours au box-office chinois, qui s'appelait Azura, enfin dans langue anglaise, qui est pas sorti à l'extérieur, mais qui a fait un carnage absolu. Et là, pareil, j'ai une sacrée histoire là, parce que c'est le réal, en fait, c'était Peng Zheng, c'est un cascadeur qui vient des arts martiaux, donc qui a bossé avec Jackie Chan, avec Jason Statham, avec Jet Li. Et du coup, j'étais allé en session de travail avec lui et d'autres concept artistes, plus le scénariste, à Los Angeles pendant quelques jours. Et putain, mais j'arrêtais pas. Super discussion, j'enregistrais en fait tout ce qu'il racontait et tout, et ça s'est très très bien passé avec lui. Du coup, je voulais lui envoyer un message quand j'ai vu que le film allait sortir pour le féliciter. Et j'ai vu le carnage après, là, juste 3 jours au box-office. Il y a eu plein de choses qui se sont passées en Chine à ce moment-là et tout. Et je sais pas où en est sa carrière, mais et j'ai plein d'anecdotes. Je vais essayer d'en sortir une juste rigolote, mais pareil, tu vois, le kiff d'enfant où je me dis merde. En fait, on était dans la même pièce à échanger. Et moi, souvent, tu vois, quand ça commence à fuser comme ça, j'ai besoin où je m'oxygène le cerveau, je commence à marcher, à faire des tours. Là, je deviens en mode hyperactif, le berserk, on va dire. Et lui, il y avait la même énergie. Comme il est chinois, moi, mon anglais était, je continue à bosser. Là, j'ai fait des progrès, mais j'ai pas un anglais fluent completely. Tu vois, c'est pas ma langue maternelle. Lui non plus. Et à un moment, par exemple, tu vois, il nous a montré la séquence de Kingsman, le second. Tu vois un petit peu ce plan séquence de baston avec Colin Firth dans l'église. Ouais. Super intense. Et en fait, il nous montre le brouillon. En fait, parce que le film n'était pas sorti. Et donc, ce qu'il nous a montré, c'était en fait des décors temporaires faits avec des cartons. Toute son équipe cascadeur, pas habillée définitif, mais en survêt, avec des effets de sang, en fait, d'impact qu'il a rajouté sous After Effects comme ça. Et il commence à nous montrer le truc et il nous dit, je suis sûr que ça va faire du buzz quand ça va sortir. Donc, il nous explique tout. Donc, pas un cut, qu'une grosse chorégraphie de baston et tout. Et putain, j'étais juste à côté et j'ai commencé à faire des trucs, je vois le truc machin, et j'ai commencé à faire des trucs avec mes bras. Là, les auditeurs vont pas voir et tout, mais tu sais, j'ai fait des et j'étais à côté du réal, tu vois, qui a bossé, qui est un artiste martial et tout là. Et puis à un moment, je me dis putain, mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrête, tu le connais pas, ça fait 2 jours que tu l'as rencontré et tout. Puis en fait non, je me suis dit mais non, en fait, si je le fais, c'est que je sens que ça se passe bien. Et je commence à échanger avec lui et je sais pas comment dire, des moments aussi super agréables où tu sens qu'il y a une énergie communicative et communicatrice, enfin, comment dire, et il y a un espèce de flux qui était cool, et peut-être qu'il s'est dit, il est un peu con celui-là, j'en sais rien. C'est le français mais ça l'a pas arrêté, tu vois, et non, en fait, je crois que même il me kiffait, j'ai continué à bosser quand je suis revenu en France, j'ai fait un call avec lui, j'avais même demandé 2 trucs, ça l'a fait marrer. Je lui ai demandé, ouais, est-ce que ça serait pas possible d'avoir 2 amendements à mon contrat? Le premier, ce serait d'avoir un rôle d'extra si le film se fait. Donc le film s'est fait et j'ai pas eu, mais je m'en doutais. Et puis je lui avais dit, est-ce que je pourrais pas avoir une formation aussi arts martiaux avec le maître, donc avec toi? Et il m'a dit, si tu viens, peut-être qu'un de mes cascadeurs là pourrait s'occuper de toi. Je lui ai dit, non, ça serait jamais le truc à faire. Là, c'est le coup à se péter le poignet, tu vois, et puis à plus pouvoir dessiner pendant je sais pas combien de temps. Enfin voilà, ces petites histoires aussi qui font... Je suis content de partager là pour me la raconter. Bah mais non, ouais. qui sont super excitantes. Là, tu vois, je repense à moi quand j'étais gamin, là, et ce kiff, ce rapport avec le cinéma et tout, et le fait d'être dedans, et quand il y a ces petits trucs là qui se passent, c'est assez classe, quoi.
Et on en arrive à la partie présente, du coup, qui est cet artbook, alors. Multiverse, The Art of Alexis Briclot, donc qui est en financement sur Kickstarter à l'heure actuelle, et donc qui sera édité chez Huggin et Munin, donc qui va être publié en plusieurs langues aussi, parce que vu que c'est sur Kickstarter, c'est aussi pour que ça intéresse le public américain, j'imagine. Carrément. Est-ce que tu peux nous décrire un peu juste le projet quand même, parce que... Grosse monographie de mon travail. C'est eux qui m'ont sorti le terme monographie, c'est assez cool. Ouais, donc monographie, c'est une rétrospective, étude complète d'un artiste. Il y aura pas tout forcément, comme tu as dit, 272 pages. J'avais déjà sorti un autre livre comme ça il y a 10 ans. Il y aura très très peu de reprises. On a essayé de minimiser. Et puis surtout, en fait, le temps est passé. J'ai peut-être d'autres pièces qui sont plus intéressantes. Donc ouais, c'est histoire essayer d'offrir un regard sur, on va dire, les pièces les plus intéressantes de mon travail. Donc ce sera assez varié, j'imagine. On a essayé de mettre un petit peu de tout. Le bouquin va être divisé en 4 chapitres. Let's see, let's read, let's play and let's draw. Avec justement des thématiques un peu différentes. Jeux vidéo, jeux de plateau, un petit peu de tout. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est assez cool. Il y aura du rédactionnel aussi, une longue interview qui a été réalisée par Marine Mac à l'époque aussi, qu'on va faire, enfin une version étendue aussi, là, un petit peu sur ma carrière. J'ai essayé d'ajouter du rédactionnel, les petites anecdotes, parce que j'aurais envie de lire, moi, dans un bouquin. Et tu vois, le genre de petites histoires que je t'ai racontées là. Donc, il n'y en aura pas des masses, c'est pas non plus un truc, pas gossip, mais c'est pas les anecdotes d'Alexis Briclot, quoi. Mais pourtant, j'aime bien cette dimension-là, donc il y en aura peut-être quelques-unes quand même. Des petits regards comme ça sur les coulisses, des projets annexes, là. Mais pareil, en fait, c'est parce que tu t'es dit, j'en ai fait un il y a 10 ans, il faut que j'en refasse un 10 ans pour compiler un petit peu mon travail, pour mettre en valeur. C'est Huggin qui t'a contacté? Comment ça? J'y pensais depuis un petit moment, parce qu'à force, quand même, j'accumule, et puis le bouquin d'il y a 10 ans, il est un petit peu obsolète. Il est cool, il a une super belle vie. D'ailleurs, il continue même encore un tout petit peu. Mais c'était peut-être le moment aussi de réactualiser tout ça. Ça fait du bien. Il y a un exercice un peu délicat, c'est à la fois, tu vois, honorifique, très plaisant, d'avoir son gros bouquin avec son petit nom. Ça me refait une actualité. Je vais peut-être ressortir un peu. J'aurai quelque chose à signer, tu vois, si je repasse au Comic-Con ou différentes conventions, tout ça. Ou même à l'étranger, là, aux États-Unis. Donc ça, c'est cool. Il y a le côté aussi achievement. Enfin, ouais, c'est quand même classe d'avoir un livre à son nom, là, tu sais, en tant qu'artiste, machin truc. Et c'est aussi un constat personnel, comme un Polaroid ou un instantané. Je me souviens quand j'avais fait l'autre bouquin il y a 10 ans, il y avait eu un petit peu de ça. Tu sais, constat sur ta vie. Ouais, sur ce que t'as accompli, ce que t'as réussi à faire. Exactement. Et je m'étais même fait une liste à l'époque de qu'est-ce que je voudrais faire. Par extension, j'ai pas mis dans le bouquin. Mais du coup, c'était un truc assez plaisant de se dire, ah, ok, j'ai fait tout ça. Donc, ouais, un mélange de prise de recul, d'état des lieux. Ah tiens, voilà, ça c'est cool, ça j'ai réussi à faire, ça j'ai fait. Souvenir de certaines choses, il y a des choses qui remontent, il y a un peu d'émotion. Parce que quand tu compiles des images, tu vois, je te parlais des petites anecdotes, mais il y a des histoires qui reviennent. Tu te dis, ah merde, putain, j'avais oublié ce truc-là. Parce que c'est toi qui fais la sélection vraiment de tout ce que tu veux faire en concertation avec l'éditeur, alors? Ou c'est quand même toi qui as le dernier mot pour dire, je veux que ça y figure? Alors, il y a une discussion avec Sabrina, l'éditrice, entre autres. Alors, je pense que j'ai fait une sélection énorme de tous mes boulots qui étaient disponibles. Il y a aussi un gros travail chiant, là, par contre, c'est l'envers du décor. C'est, le contact avec les clients, les ayants droit pour demander l'autorisation de publication. Et puis parfois, comme dans le bouquin, il y a des images que j'ai faites il y a 5-10 ans, il y a des structures qui n'existent plus, donc c'est compliqué au niveau des droits. Pareil, plus vieux, on a essayé de minimiser, il y a peut-être des boulots dont je suis content de les avoir faits, mais oui, il y a des trucs qui sont trop vieux stylistiquement ou que t'as plus trop envie de montrer, en fait. Non, ouais, voilà, j'ai pas envie c'est cool, mais j'ai envie de passer à autre chose, tu vois. Où ça fait son temps et voilà, même s'il y a des trucs pas incontournables, mais des choses qui m'ont grave permis d'avancer, tout ça, mais qui n'ont pas forcément leur place dans ce bouquin-là. Donc la maquette est pas finie, parce qu'en même temps que le Kickstarter, on travaille sur le contenu. Donc pareil, j'ai encore du texte à écrire, et puis je suis très content là du travail du maquettiste, là, Benjamin, qui a fait un beau boulot, là, c'est assez classe, logotype. Donc ouais, en 2 langues. En anglais d'abord, et il y aura, comme certains bouquins Huggin et Munin, le texte en français. Donc ça nous permet d'être à la fois sur une diffusion internationale et puis le public français de s'y retrouver. Parce que oui, j'ai ce côté, forcément je suis français, j'ai travaillé sur plein de choses dans l'Hexagone, la Dontnod, on est resté en France et tout, mais il y a plein de trucs que j'ai fait, sur lesquels j'ai bossé, qui sont en rayonnement international. Et ça, c'est une petite anecdote, c'était encore mes histoires là. À Angoulême, justement, il y a 10 ans, quand j'étais venu pour mon premier bouquin,
il y a un mec qui était passé pour avoir une signature en fait du livre et il avait demandé donc moi j'étais assis tu vois en train de dédicacer ou je sais pas quoi, il a demandé ouais Alexis Briclot il est pas là et en fait je m'étais tourné, je dis bah si c'est moi et en fait le mec c'est comme s'il était déçu parce qu'il s'attendait à voir quelqu'un, je sais pas, je saurais pas t'expliquer, mais bizarre, d'inatteignable ou d'exotique ou d'anglais et en fait le fait que je sois français c'est comme si c'est l'impression que j'étais avec un pote qui était là, je crois qu'on avait tapé un fou rire après et tout, c'était assez marrant et tout, comme si ouais le fait que je sois accessible et juste là c'était les français, c'était super étrange quoi. Ah, c'est comme moi quand je dirais aux copains bah, tu sais à mon groupe de potes qui suit pas du tout ce que je fais tout ça, je leur dis ouais mais j'ai un mec qui a bossé sur Avengers Infinity War et Endgame qui était dans mon salon et alors tu crois ça fera quoi bah, je sais pas s'ils arrivent à capter quand même le délire aussi quoi, mais voilà, mais que vous restez des êtres humains. C'est incroyable ça Alexis, vous les artistes vous êtes des êtres humains comme j'ai un autre truc aussi autres, tu vois avec ça avec Marvel et tout, c'est que parfois j'ai un espèce de blanc, je sais pas comment dire. Marvel tu vois il y a tellement de choses, c'est associé aussi aux comics, ça m'est arrivé plein de fois en fait où on me demande ce que je fais et je pense que les gens percutent pas. Tu travailles sur les dessins animés, tu travailles je sais pas quoi, et j'ai du mal, tu vois là on vient de rentrer dans les détails, toi tu connais mon travail, t'es dans la profession, enfin t'as creusé tout ça, donc tu vois la partie concept design, mais il y a d'autres fois c'est tellement abstrait que les gens ils captent pas du tout. Ça m'est même arrivé de rentrer dans une boutique BD, de parler au gars vite fait en disant ouais bah je bosse pour Marvel entre autres et tout quoi. Et je crois que le gars, je sais pas je crois qu'il a pas du tout tilté. Il m'a demandé, ah bah si vous connaissez des gens pour venir dédicacer, ça m'intéresse quoi. Et puis tu sais, je me suis dit, ok, j'étais un peu gêné, c'est bizarre, j'avais une approche juste pour parler un petit peu, alors peut-être me mettre en avant, je sais pas trop, ou juste parler du truc quoi. Et mais ouais, j'ai l'impression que ça m'arrive souvent où il y a une sorte de décalage, peut-être ce rapport avec l'accessibilité où les gens savent qu'une partie est faite à Los Angeles, et donc si je bosse ici en France, c'est que je vais pas bosser sur le cœur même des films, donc je dois faire autre chose. Peut-être étrange. Très bien. Bah, en tout cas, moi je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, puisque je pense qu'il y a, clairement, il y a pas mal d'autres choses à aborder. Puis justement, tu l'as mentionné aussi dans ce podcast, c'est que a priori, tu veux te concentrer sur d'autres projets aussi dans la prochaine décennie à venir, notamment du projet d'écriture et de bande dessinée. Tout à fait. Donc, ça c'est, tu vois, c'est un très bon prétexte pour pouvoir te réinviter, pour pouvoir justement suivre tes prochains travaux. Mais en attendant donc ton actualité du moment, celle qui reste voilà avec tout ton travail, donc c'est voilà tout ce qu'on a abordé dans cette heure et demie, ce sera donc à retrouver dans cet artbook Multiverse qui est donc en financement en ce moment sur Kickstarter. Donc je vous mets le lien dans la description du podcast comme d'habitude. Donc voilà, si vous l'écoutez au moment où la campagne est en cours, c'est le moment, si ça vous intéresse, d'aller soutenir le projet de cet ouvrage qui arrivera chez Huggin & Munin. Et si vous nous écoutez beaucoup plus tard, peut-être qu'il sera en librairie et peut-être juste que vous pourrez juste profiter de cette émission pour avoir découvert voilà le parcours d'un artiste versatile et ô combien prolifique qui n'en a pas encore fini. Alexis, je te remercie d'avoir été présent avec nous. C'est moi, un énorme merci de m'avoir invité. Et on espère te revoir à une autre occasion. Et on vous rappelle que si vous appréciez le travail que l'on fait avec ces podcasts, il faut le dire tout simplement. Donc n'hésitez pas à réagir à l'émission sur notre site, à partager le podcast sur les réseaux sociaux, et s'il vous reste des sous après avoir soutenu le Kickstarter, on a également une page Tipeee sur laquelle vous pouvez nous aider à voir l'avenir de façon pérenne. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis je vous dis à très bientôt pour la suite des podcasts. Ciao ciao.